Vous avez vu le titre? Bon, bah vous savez déjà ce qu'on va faire. Alors on va pas perdre de temps. Générique! Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue dans cet épisode numéro 41 de mon incroyable carrière sur TEW 2016, toujours avec la ECW en 1998, mars 1998. Et oui, mois de mars. C'est-à-dire que ce mois-ci aura lieu, pas dans ma compagnie, mais dans celle de monsieur Vincent Kennedy McMahon, WrestleMania. Bon, en même temps, WrestleMania, quand on avait vu la carte de celui de l'an passé, on avait fait... c'était pas non plus exceptionnel. Bref, ne perdons pas de temps. Nous sommes à 3 179 000 $ de trésorerie. Voilà, c'est la trésorerie, Maintenant, vous savez quel est le point culminant de cet épisode. Si je vous le dis qu'on va le faire, on va le faire. On va aller racheter All Women Japan, mais je ne vais pas, et je ne vais absolument pas créer de... division féminine pour le moment. Alors, il faut savoir que les lutteuses peut-être qui m'auraient influencé, qui m'auraient dit ah vas-y fais une division féminine, ça aurait été des Aja Kong, des Manami Toyota, ok. Le problème avec notamment tu vois Manami Toyota, elle a quasiment jamais foutu les pieds chez All Japan dans ma partie puisqu'elle est signée au CMLL. Tout comme une autre excellente catcheuse qui est Akira Okuto, qui est également signée au CMLL. Aja Kong, j'ai des doutes. Non, Aja Kong, elle est chez All Japan. Mais elle est en pay par appearance. Donc, si tu veux, Aja Kong, à tout moment, je peux la faire venir, tu vois, dans ma compagnie pour combattre. Donc, tu vois, je préfère me garder encore cette marge de sécurité, cette liberté de, pour le moment, ne pas signer de catcheuse dans mon roster, de ne pas avoir de division féminine. Parce que je sais très bien qu'à tout moment, je vais pouvoir le faire et le faire avec j'espère en tout cas de très très bonnes lutteuses. Mais c'est clairement pas ma priorité, et pour l'instant, on va vraiment se concentrer à créer nos nouvelles stars, continuer de faire marcher la compagnie dans ce très bon chemin. Je pense que ça a plus m'encombrer aujourd'hui en termes d'expérience de jeu et peut-être même de réussite dans le jeu que véritablement de faire accroître la popularité de la ECW. Ça va être un bonus, ça va être un plus, mais ça peut aussi se montrer un petit peu délicat pour la compagnie. Donc, pour le moment, niet, pas de femmes toujours dans le catch à la ECW. Je ferai peut-être des petits tests, il y aura peut-être des petits matchs de temps en temps. Moi, sans déconner, celle que je recruterai en premier, c'est Megumi Kudo. Alors là, Megumi Kudo, les amis. Qui est Megumi Kudo? Megumi Kudo est, selon moi, une des catcheuses de Joshi Puroresu des années 90, la plus sous-cotée qui soit. Je saurais même pas vous dire si en 98 sa carrière est toujours active. Parce que, non, elle a dû malheureusement arrêter sa carrière très très tôt, parce que comme vous le voyez ici, elle a une note en hardcore de 78, et en plus d'être peut-être la meilleure catcheuse hardcore de tous les temps, elle était aussi une excellente performeuse. Elle avait été recalée par All Japan Woman. Alors il faut savoir qu'ils étaient hyper select chez AJW, tu rentrais pas dans l'école comme tu voulais, et derrière... Pour celles qui ont échoué là-bas, elles ont essayé de se relancer des défis ailleurs, dans notre compagnie, et elles ont été rappelées ensuite, tu vois, comme une espèce de victoire, tu vois, sur la vie. Et Megumi Kudo, c'est exactement le cas. La nana, elle a commencé chez All Japan, on lui a dit meuf, ça le fera jamais. Et c'est en reprenant les entraînements, et notamment en allant chez FMW, chez Atsushi Onita, que on lui a fait confiance et on l'a fait exploser à un niveau un petit peu fou. Même si FMW n'avait pas la portée et la popularité, la même popularité en tout cas, que All Japan Woman, qui je le rappelle en 94, a rempli le Tokyo Dome. All Japan Woman, ils ont rempli 40 000 personnes au Tokyo Dome pour assister à... Il y a eu une espèce de tournoi qui avait été organisé pendant tout le show, avec notamment, je sais pas, je pense même pas, c'est même pas la demi-finale, je sais même pas si c'est le cas ou la demi-finale, cet incroyable match entre Aja Kong et Manami Toyota,
qui est un des meilleurs matchs de tous les temps. C'était même pas, tu vois, les finales. C'était, voilà, la finale, c'était Akira Hokuto à Jakong, qui était super. Voilà, avec la victoire d'Akira Hokuto, on a envie de chialer. Tout est super. Akira Hokuto, j'en parlais tout à l'heure, elle aussi, elle fait partie probablement de mes catcheuses préférées de tous les temps. Voilà, signé au CMLL, Akira Hokuto. Et il y a... Alors attends, je réfléchis, parce qu'il y a Bull Nakano, mais Bull Nakano, est-ce qu'elle est toujours en contrat avec WWF? Oui, elle est signée chez WWF, mais elle est blessée, actuellement. Donc elle est toujours signée là-bas, mais elle est blessée. Et superbe lutteuse, là aussi, bien entendu, Bull Nakano. Oh, voilà. Donc Aja Kong, Megumi Kudo, Akira Hokuto, Manami Toyota, c'est un petit peu, voilà, le très très haut du panier. Voilà, c'était ma petite parenthèse Joshi Puroresu, parce que, voilà, ça va faire quelque chose quand même si on rachète All Japan Woman. Bah voilà, petit passement au cœur quand même pour une compagnie de catch qui est historiquement, je pense, très très importante, voilà, qui va malheureusement quitter notre parti, mais bon, bah pas pour le mal, pour le bien de notre CW. Alors, Atam Takeover, vous m'avez dit en plus, dépêche-toi d'aller les signer, parce que de la racheter, parce que la compagnie va faire banqueroute si tu les rachètes pas. Et si elle fait banqueroute et que tu les rachètes pas, bah tu passes à côté d'une incroyable opportunité de faire grimper la popularité de ta compagnie. Donc, je vais aller voir All Japan Woman, et figurez-vous que on est à 3 176 000 $. C'est-à-dire que ça a baissé. Ils ont fait une bonne économie apparemment ce mois-ci, et de ce fait, cette somme-là a baissé. Peut-être si j'attends un mois supplémentaire, ça baissera aussi, mais je prendrai peut-être le risque que la compagnie fasse banqueroute avant. Donc, il y a Jakong en effet, mais il n'y a pas de contrat signé là-bas. Donc, il n'y a pas non plus énormément de championnats. Les championnats, quoi qu'il en soit, même s'ils sont à l'arrêt, il y aura toujours possibilité après de les racheter ou autre, mais c'est des championnats féminins. Donc comme j'ai pas de division féminine, ça va pas m'intéresser. Et ils ont un show télé, donc ce qui veut dire qu'on aura la possibilité, je pense, non sans récupérer le show télé, de récupérer des broadcasters juste après, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je fais ce mouvement qui est le mouvement financier le plus important de l'histoire de cette partie. Je débourse 3 176 000 $ pour aller racheter et dissoudre All Japan... disband, comprenez bien. All Japan Woman Pro Wrestling. Oh, oh, je vais aller voir ma... Ah, plus de sous. Ah, plus que 3 000 $. Sturi, il a encore 3 000 $. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Imagine, je fais la connerie, je vais donner 5 000 $ à tout le monde. En faisant ce mouvement financier, super grosse information, Paul Heyman a décidé de travailler gratuitement pour la compagnie tant qu'elle n'est pas dans une meilleure position financière. Merci Paul Heyman. Mais t'inquiète pas, la compagnie va très très bien se porter, et on va se donner quelques temps et vous allez voir qu'on va aller atteindre ce million de dollars bien plus vite que vous le pensez, que vous l'imaginez. Quelle dépense! Ah là là, et j'en reviens pas qu'on l'ait fait. Hein. Alors, la size. Oh, le Japon! Le Japon est à quasiment à 50 partout! C'est fantastique, 58 à Kanto! Et oui! Et il y a des broadcasters, je suppose, qui vont débarquer. Bon, je vais aller regarder ça. On récupère, très exactement, 4 potentiels diffuseurs au Japon, dont un diffuseur en pay-per-view qui est Sky Perfect TV. Les 3 autres diffuseurs sont des diffuseurs commerciaux, donc pour la télé. Alors, là, ça c'est super, parce que diffuseur en pay-per-view, moi ça me va parfaitement si j'ai Sky Perfect TV avec moi qui diffuse All Japan, New Japan, World Championship Wrestling, pardon, WCW, le tout en médium partout au Japon, avec un risk level de very high, mais bon, quoi qu'il en soit, je vais être limité au médium. J'y vais, évidemment que j'y vais pour les événements. Voilà, les pay-per-view vont être encore un petit peu plus forts dans la compagnie. Donc, je décide d'un deal avec Sky Perfect TV, qui ont rejeté notre négociation. Parce qu'ils veulent pas ajouter plus de compagnies. L'épine. L'épine dans le pied. Même si c'est pour, je sais pas, même si Hardcore TV, tu vois, est en pay-per-view au Japon. Est-ce que ça accepterait ou pas? Ça peut accepter. Alors, je pourrais mettre Hardcore TV en pay-per-view. Je sais pas si c'est un bon move, en revanche, de faire ça. Pas non plus si déconnant, avec un minimum de 63. Ça ferait toujours plus d'argent, t'imagines? Tous les semaines, les mecs, ils doivent payer pour un pay-per-view. Bon, quand tu réfléchis comme ça, c'est un peu étonnant. Mais ça, je sais pas si c'est un truc à faire. Bon, quoi qu'il en soit, je réfléchis. Mais, est-ce que... Je sais pas comment le jeu est paramétré, si, en effet, je peux faire des pay-per-view toutes les semaines, avec Hardcore TV, vu qu'il n'y a pas de diffusion au Japon. Mais, en revanche, il y a des chaînes de télévision. Tu vois, c'est du médium partout. Bon, Sky Perfect TV, si je le mets de côté. Après, j'ai des chaînes de télé un petit peu partout.
C'est-à-dire que ça me dérangerait pas que les pay-per-view restent strictement américains et que j'utilise des chaînes de télévision pour diffuser les événements. Parce que j'en ai encore 3. J'ai WoWo, voilà, J-Sport et Gaora. Bon, Gaora, c'est du médium. Donc ça, ce serait pas mal pour ce que moi je considère mes pay-per-view pour avoir une diffusion télé. Ok, J-Sport, est-ce qu'ils accepteraient, vu qu'ils ont déjà WCW Nitro, Saturday Night et Main Event, est-ce qu'ils se rajouteraient à leur grid programme Hardcore TV? Oui, donc J-Sport déjà, ça je vais y aller. Ça J-Sport, on va déjà faire New Deal pour Hardcore TV, ça c'est évident. Je vais le mettre, allez, je vais même pas risquer, je vais le mettre sur 6 mois. On va y aller en late evening, je pense qu'ils vont accepter le deal. Ok, deal agreed, c'est bon, on a J-Sport. Maintenant, est-ce que J-Sport accepterait également de me prendre XTV? Parce que c'est vrai, quoi, c'est un truc que j'ai pas pensé à faire même avant, c'est mettre peut-être 2 chaînes de télé, tu vois, sur le même programme. C'est peut-être une bonne chose, XTV, si je regarde New Deal. Oui, ils acceptent de la même manière. Donc je vais pouvoir mettre XTV et Hardcore TV, diffuser sur J-Sport, toucher du médium partout, rester en risque level high, hein, si je dis pas de bêtises, ils sont en risque level high. Ouais, risque level high, donc c'est bon. XTV, 6 mois, parfait. En late evening, parce qu'ils vont pas vouloir plus. Make deal, impeccable. Donc voilà, déjà j'ai J-Sport partout. Très bien. Et ils sont en médium. Gaora, qui sont en médium partout, on peut leur filer nos pay-per-view. En diffusion télé, bien sûr, mais on peut leur filer. Comme ça, j'aime bien ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que ça fait, de ce fait, je pense, peut-être un peu plus d'argent. New Deal pour les événements. New Deal, ok, ils acceptent. Pareil, je vais me mettre sur 6 mois. Je vais leur proposer le live TV parce que le prime time, je peux faire tout ce que je veux. Hein. Prime time, ça marchera pas. Regardez, je me loupe pas avec ça. Mon produit est pas destiné à être diffusé en prime time. Donc late evening, make deal, 6 mois, ok, deal agreed, Gaora. Donc on a désormais une couverture médiatique au Japon. On a cette couverture médiatique au Japon et ce qui est chouette dans notre compagnie, regardez les amis, c'est qu'on a, si j'applique un petit filtre, voilà, qui est popularité, pardon, on va dire, bien connu au Japon, vous allez voir qu'on a quand même quelques catcheurs. On a Chris Benoit, qui a une popularité au Japon qui est supérieure, voilà, qui frôle les 70. Même Ashugoku, il est à 74. Très bien. Chris Jericho, que j'ai enfin en obtention de prêt. Il est en prêt, Chris Jericho. Il est à la maison. Pour 5 dates, au moins. Parce qu'ils veulent pas nous lâcher pour plus de dates, CML. Donc j'ai 5 dates avec Chris Jericho. Il a plus de 60 au Japon. Dean Malenko, qui est blessé, on le sait. Plus de 60, voilà, ça frôle le 70. Rob Van Dam, qui a eu un super run chez All Japan Pro Wrestling, il a plus de 70 partout. Très populaire. Steve Austin, qui était passé chez New Japan Pro Wrestling, il est un peu plus de 60. Steve Williams, qui est une énorme star au Japon, il y a plus de 80 là-bas, c'est énorme. Terry Funk, grosse star au Japon aussi, il y a, voilà, moyenne entre 60-70, parfaite. L'Undertaker, qui est chez nous, bien sûr, c'est le gros mouvement de la dernière fois, c'est plus de 70 au Japon aussi. Et Vader, alors Vader, j'en parle pas, il y a plus de 80. T'as Vader, Steve Williams. T'imagines, tu fais un match avec les deux en équipe, peu importe, un triple sweat, on s'en fout. Là-bas, ça peut être immense. Alors, barrière de la langue oblige, et vous m'avez donné pas mal de conseils notamment, et pas mal de retours suite à mon show que j'ai fait en Europe. Je ferai plus les mêmes conneries. C'est-à-dire que j'utiliserai uniquement des segments qui se basent sur l'overness des mecs, plutôt que de les faire parler au micro. Donc microphone, entertainment, ça c'est des choses à enlever. Mais overness, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, les amis, je vous annonce officiellement, même si c'est peut-être pas le mouvement du siècle, qu'on ira faire quelques shows au Japon. On ira en faire un, au moins on ira faire un Hardcore TV ou un XTV au Japon. Alors Hardcore TV peut-être pas, un XTV on va les tester, on va aller faire des XTV au Japon. Parce que j'ai envie, depuis le temps que j'ai envie de poser cette ECW au Japon, maintenant je vais pouvoir le faire. T'imagines la compagnie en prestige, elle est passée à 100. Et en momentum, on est à 83 toujours, mais la compagnie prestige 100. Le ranking, on reste quand même à la 4ème place. Mais je pense qu'on est en train de rattraper un peu ce retard. Alors, je pense que les 3 premières sont intouchables à New Japan Pro Wrestling. Ils sont tellement haut placés dans la compagnie War, au-dessus de nous, même s'ils ont perdu leur statut international. Quand on regarde New Japan Pro Wrestling, qu'on regarde leur size, voilà, là ils touchent, tu vois, les îles britanniques comme moi je les touche pas du tout. Je suis meilleur qu'eux par contre ici, bon je suis bien meilleur qu'eux aussi aux États-Unis, même si Mid-Atlantic Free State, ils ont des solides 71. Bon là bien entendu ils nous bouffent, et là ils nous bouffent aussi, hein, sur l'Europe ils sont très très bons. Mais il y a peut-être possibilité d'aller chercher tu vois, d'aller titiller New Japan dans un avenir proche. On s'est bien établi, tu vois, sur ces endroits-là. Je vais essayer de regarder, de m'intéresser aux compagnies également britanniques, savoir qui pourrait être acheté avec suffisamment de popularité pour
essayer de faire exploser un petit peu plus mon produit dans les îles britanniques, même si, à mon niveau, dans les îles britanniques, je le rappelle, j'ai désormais un peu de portée avec de la diffusion télé, qui va faire monter un petit peu ces stats-là. L'Irlande et l'Écosse sont en tête, évidemment, mais l'Angleterre, j'ai encore pas mal à travailler, et mes deals télé vont me permettre justement d'obtenir cette exposition que j'ai pas encore là-bas. Par contre, pour le Japon, voilà, là pour le Japon, ça va être beaucoup plus simple. Le Canada est à travailler, le Mexique, il n'y a rien à vendre au Mexique, et bien entendu, comme vous le savez, en Australie, il n'y a pas de compagnie de catch, donc ça c'est pas grave si ça reste bas. Maintenant, ici aussi, bah, il y a toujours... Il faut garder en ligne de mire, il faut aller chercher ce niveau national, et c'est 65% d'importance dans 8 régions des États-Unis. Pour l'instant, j'en ai 2 sur 8. New England et South East ne devraient pas traîner, tu vois, à rejoindre les 65. Mais après, il y a beaucoup de travail à faire, et je pense que les régions en question, ça va être les Grands Lacs, la Mid-South, Midwest, et peut-être ça va être entre Southwest et Northwest que ça va se jouer. Puerto Rico, Hawaï, sans déconner, j'oublie. Des informations. Alors là, on est passé désormais à moins 6 000 $. Donc là, c'est situation un peu critique. Je négocie un contrat avec un revenant dans la compagnie qui était toujours en tournée avec New Japan Pro Wrestling, mais là qui va m'intéresser désormais, c'est Too Cool Scorpio, que je vais utiliser en tant que babyface dans la compagnie. J'ai hésité à le mettre en heel, mais je pense qu'on va essayer de le faire revenir en tant que babyface, et s'il faut, on le mettra en heel, on le mettra heel un petit peu plus tard. Et j'ai entamé des négociations avec pas mal de catcheurs. Pas que des contrats signés, il y a également du Paper Appearance. Kazayashi, qui a des excellentes stats, très très bonnes stats, pour un très très jeune catcheur. Et je pense que dans ma division de junior, qui vous plaît, cette division de junior, je vais continuer à un petit peu l'étendre. Donc Kazayashi, qui a un très très bon heal, et qui, je pense, pourra bien s'acclimater. Blitzkrieg. Alors Blitzkrieg, c'est super, c'est un catcheur qui n'a pas une longue carrière, vraiment pas, mais qui a marqué de son empreinte pendant au moins l'année 99, je dirais, WCW dans la division Cruiserweight, parce que le mec était incroyable. Il était un peu fou. Donc, Blitzkrieg, super babyface que je vais pouvoir recruter. Terry Gordy. Alors, Terry Gordy, j'ai longtemps hésité à le prendre. Ça va être, je pense, c'est du Paper Apparent, c'est pas un contrat signé, mais Terry Gordy va être, je pense, un bon atout à associer à Steve Williams. Peut-être pour un programme par équipe entre les deux par la suite. Parce que Steve Williams, pour le moment... Bon, vous doutez bien, il va pas gagner cette feud contre Chris Benoit, on va rapidement d'ailleurs la terminer, mais pourquoi pas essayer de mettre Terry Gordy et Steve Williams en équipe pour essayer de faire quelques petites choses, quelques petites piches, ça pourrait être sympa. Et enfin, pour équilibrer, pour essayer d'avoir des faces, j'ai rappelé Mikey Whipwreck, là aussi on est en Paper Appearance, il a de l'overness, dans ma mid-card, ça peut être une espèce de bon jobber de luxe, même si je vais pas le réutiliser comme la ECW l'utilisait à l'époque en super underdog, capable de devenir champion, etc. Non, je vais pas aller jusque là, mais je vais pas écarter Mikey Whipwreck. Bon, en revanche, bah, plus t'as de monde dans ta compagnie, bah, plus tu t'exposes à ce qui est de la merde backstage. Donc j'espère en tout cas que les leaders backstage feront leur taf et qu'on s'en sortira bien. Alors là, tu vois, cette partie pouvait pas mieux commencer. Un ancien de la ECW que vous connaissez bien, qui du être que Cactus Jack, arrive en fin de contrat avec WCW. Et il s'est fait, bien entendu, proposer une extension de contrat, ça c'est évident. Mais Mick Foley, bordel de Dieu, si je pouvais te récupérer, toi qui as 97 en hardcore, c'est de la folie, 96 en brawl. Quel catcheur fantastique, Mick Foley, il faut arrêter de déconner, quoi. Avec le charisme et tout ce qui va bien. Mick Foley, si j'ai l'aubaine de pouvoir te récupérer, je te récupère. Surtout qu'en popularité, il a pas explosé chez WCW, il a un peu plus de 60. Il aurait dû être bien plus haut. Mec, il a quand même une belle popularité un petit peu partout, hein, dans toutes les régions, ce qui est un peu fou. Et bien entendu que Terry Funk, Sexton Castle, Al Snow serait ravi, tout le monde serait ravi de récupérer Mick Foley. 15 000 $ à la base, à la première opportunité, c'est pas si cher. C'est même bien plus, tu vois, que ce que propose WCW pour renouveler le contrat de Mick Foley, qui lui propose 3 ans avec un bonus de 10% par événement. Cette bière-là, je pense qu'on peut la gagner. Hein. Je pense sincèrement qu'on peut la gagner. Et je vais même me mettre à 16 650 avec 15 500 de bonus. Ok, sur 3 ans, je vais proposer la même avec 20% de bonus derrière pour le signer. Il va me dire qu'il accepte ses conditions et considère sérieusement mon offre, à moins qu'une meilleure lui tombe dans le bec. Imagine, on pourrait récupérer Mick Foley. Voilà, on s'éclaterait. Hein. Là, on s'éclaterait. Mais ça boucherait quand même ce main event un peu plus, quoi. C'est ça aussi qui m'inquiète. Backstage, Locker Room incident avec Terry Taylor et le Techno Kid. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, c'est vrai que le Techno Kid est le protégé de Terry Taylor et lui donne des conseils pour progresser au micro. C'est toujours bien d'avoir des protégés
dans la compagnie, ça aide énormément. Hardcore TV qui débute avec un premier match dans le pré-show, match de retour pour Matt Hardy qui affronte Vader. Voilà, c'est dans le pré-show. Ça dure 5 minutes, bah finalement Vader gagne. Hein. Il fait une note de 93 Vader, énorme note. Matt Hardy 66, je ne vais pas donner de consigne vraiment particulière, c'est juste pour que Vader gagne. Je sais pas, c'est le pré-show. Et d'ailleurs vous allez être surpris dans le pré-show, un match de championnat dans le pré-show, c'est affreux ce que je fais, mais c'était juste pour tester ça, et ça marche très très bien. Sex and Violence contre Easy Cash, c'est dans le pré-show, note de 81 pour les gens qui sont là, c'est fantastique. Superbe match, décentralisation de la part du public, Sex and Violence vont battre Easy Cash dans ce classique CW World Match. Quand Christian Cage et Easy Bunks vont battre par pinfall, Christian Cage va battre Easy Bunks par pinfall après la double spear, move en équipe. Première défense du championnat par équipe. Impeccable, note de 95 pour Sexual Castle qui est toujours aussi bon, 81, je vais probablement commencer à nouveau un programme entre... je vais trouver un programme pour Sex and Violence, j'ai une petite idée en tête, rien de bien étonnant, mais il y a un programme qui va se décider rapidement pour eux. Donc là, comme j'ai pas de programme et que ma carte est déjà bien remplie, je l'ai mis de côté, ce match-là, j'ai pas mis sur la carte principale, j'aurais peut-être dû, parce que 81, mine de rien, c'est une bien belle note. La carte principale débute avec un homme qui est en colère, il est pas content, c'est Terry Funk et Paul Heyman, ils viennent au ring avec Sony qui est derrière. Pourquoi l'Undertaker? Il parle de l'Undertaker. Oui, c'est pas normal, tu vois, l'Undertaker, c'est moi qui dois décider si Vince McMahon me prête quelqu'un, et il doit bien servir la cause du New World Expansion, puisque c'est ça l'expansion, c'est d'avoir des stars, d'avoir ce genre de truc-là, et que ça doit pas être contre nous, ça va être en notre faveur. Et là, Terry Funk est venu, et il y a un homme, il est énervé, Terry Funk, tellement énervé qu'il met son titre en jeu contre qui le souhaite, et Raven se pointe. Raven se pointe, il dit qu'il a ce qu'il mérite de se faire attaquer par Undertaker, parce qu'il se voit plus gros que ce qu'il est réellement, et que dans le monde du catch, donc il y a d'autres compagnies, tu vois, qui sont en lice, il est pas le meilleur catcheur du monde. Mais s'ils veulent le prouver, il faut ramener des mecs comme Undertaker, etc., ou qui battent Raven, depuis le temps que Raven veut se mettre au championnat. Alors Raven, je rappelle, avec Jesus, son aspirant, championnat de Chris Jericho, pardon, et pas de Chris Jericho, de Sexual Castle et de Christian Cage. Ah, si tu ris, c'est bien dur. Tout est bien, hein, sur ce segment, ça me fait 92, et le main event, vous le connaissez désormais, Terry Funk affrontera Raven. Tout le monde n'est pas content. Chris Benoit contre Psychosis, ça me fait un chouette match qui me fait une note de 76, je suis plutôt ravi de la chose. Ronald John Note, j'ai marqué que c'était un match storytelling, donc les mecs en garde sous le pied, bien entendu, pour faire un match plutôt digeste. Victoire par soumission de Chris Benoit. Le match était Colin Ring, d'ailleurs. Colin Ring, oui, bah oui. Les deux ont des bonnes notes en basique et en psychologie, je me suis dit, on peut les laisser, tu vois, faire le match par eux-mêmes. Ça me fait une note de 76, je pense qu'on aurait pu aller viser un peu mieux. Psychosis, je suis un peu déçu de son 66. Et vous m'avez aussi pas mal alerté sur Psychosis, sur le fait que ma stratégie va probablement faire en sorte que Psychosis ne souhaite pas re-signer. Bon, c'est tout. S'il veut pas, il veut pas. Voilà, au moins j'aurais fait le test, au moins je me serais prouvé ça à moi-même. Voilà, c'est tout. S'il veut pas, il veut pas. On va forcer personne. Derrière, Chris Benoit va se faire défier et attaquer par Steve Williams, dans un premier temps, pour l'affronter cette semaine à XTV, dans le premier XTV Japan. Puisqu'on sera au Japon pour XTV. Donc Chris Benoit, Steve Williams, je sais que je vais pas prendre trop de risques. Au Japon, ça va être très très bien. Chris Benoit contre Steve Williams, ça sera donc à XTV Japan. Et on terminera la storyline ici entre les deux hommes. Les Dudley Boys contre Next Wave. Là aussi, tu vois, je vais aller chercher un très solide 80 comme le match du pré-show. Dans un match qui a du superbe catch, une décentralisation de la part du public, les Dudley Boys vont battre Next Wave dans ce classique CW World Match quand Devon Dudley va battre Billy Kidman par pitfall après un Dudley Death Drop. Billy Kidman fait une chouette note de 70. Ça, je suis plutôt satisfait. Deux équipes qui ont une très très bonne chemistry ensemble, donc ça aide aussi. Devon et Bubba Ray Dudley font 92 et 93, c'est même une meilleure note pour Bubba Ray Dudley que Devon. C'est assez étonnant, ça mérite d'être signalé. 81, parfait, très bon match. C'était un car crash. Je commence vraiment bien à maîtriser cette fameuse consigne de match, le car crash. Derrière, Raven et Jesus sont backstage. Raven dit à Jesus pour le main event, je veux que les choses se passent de manière clean, n'intervient pas, reste derrière. Et Tommy Dreamer qui passe par là, croise Raven, son rival de longue date, et lui souhaite bonne chance. Jesus performe pas vraiment dans ce match. Alors j'aime bien parce qu'il y a des mecs qui m'ont dit, je sais plus, je crois que c'était Vader qui m'a dit il faut donner le micro à Jesus ou autre. C'est pas un mauvais catcher, c'est pas un mauvais talker. Et finalement, à chaque fois que je l'ai dans une promo, il est pas bon en promo, donc c'est un peu étonnant.
73. Rocky Maivia contre Rob Van Dam, le championnat télé est en jeu, et j'ai fait quelque chose d'un peu particulier puisque Rob Van Dam avait battu Rocky lors du précédent épisode. Avant que Rocky ait son regain d'orgueil et reprenne ce championnat télé, j'ai mis le titre télé en jeu, ce qui était légitime que Rob Van Dam puisse venir. En revanche, dans un match qui a du très bon catch, la très bonne 8, donc ça te fait déjà une super note de 85, Rob Van Dam va battre Rocky Maivia dans ce classique ECW Rules match en 11 minutes 09, quand Rocky s'est intentionnellement fait décompter à l'extérieur, parce que pendant le match, Al Snow est venu distraire Rocky Maivia. Donc, c'est un peu frustrant. 85, en revanche, c'est une excellente note. Ça peut appeler quand même à de bonnes choses entre ces deux mecs par la suite. La storyline Al Snow et The Japanese avance, mais perd un peu de hit parce que, je vous rappelle, elle était montée à 91, elle était méga chaude cette storyline. Limite, j'ai hésité à la terminer sur ce XTV là tellement la storyline était chaude. Je l'ai pas fait. Mais, vous inquiétez pas, même si je la fais pas maintenant, je vais la faire durer encore un tout petit peu, tant pis si on perd la grosse note de hit qu'il y avait dans ce segment. Paul Heyman et Terry Funk vont passer un coup de fil à Vince McMahon à propos de l'Undertaker, ça va pas, et ils doivent comprendre, coup de téléphone, un petit truc marrant, voilà, la storyline avance, gain de late, donc très bien avec ce 88. Ils sont dégoûtés, ils sont en stress les deux, ils sont pas bien. Imaginez-les, Undertaker, ils ont vu un mort revenir à la vie. Le main event, me fait qu'un petit 78, je suis un peu déçu, mais bref. Dans ce match, décrit quand même comme exceptionnel, Terry Funk va battre Raven dans ce match hardcore en 17 minutes 42 par soumission après un spinning to hold. Terry Funk va faire sa 3ème défense du championnat ECW World Heavyweight. Terry Funk avait un peu de mal sur la fin parce que j'ai quand même fait dépasser la quinzaine de minutes au match, on était à 17-42. Je peux comprendre que ça le fasse pas trop. Ils ont une super chemistry, ok, mais le match manquait un peu de psychologie par moment. Alors, mais Ronald John Knott c'était car crash. Et Colin Ring, et peut-être que Raven est pas suffisamment bon pour faire du Colin Ring, alors que Terry Funk, c'est sa cam. Il faut quand même des performances, les mecs, de 89 et 93. C'est super. Le Dirt Sheet, en revanche, et je pense savoir où ça a posé des problèmes. Alors, il y a des plus partout, ça c'est bien. Terry Funk pénalisé pour la stamina. Ok. Le match était trop court. Ah bon, d'accord. Eh ben, écoute, trop court, malgré 17 minutes, trop court, et pas associé à une grosse storyline, puisque Undertaker n'y intervient nullement, donc la storyline n'est pas en cours. Même si elle n'est pas utilisée. 78, bon, c'est un peu décevant. Je fais quand même un solide show à 82. Je veux pas non plus griller, tu vois, mes utilisations de l'Undertaker, parce que là, pour l'instant, vu qu'il est juste évoqué, et qu'il n'apparaît pas à l'écran, je peux faire avancer la storyline sans l'utiliser, sans l'avoir physiquement présent au show. Mais vous inquiétez pas, l'Undertaker va revenir, on a encore des utilisations. Très bien, des messages, des mails qui me tombent dessus. Tu vois, on est déjà remonté à 105 000 avec juste cette diffusion de télé. La vente des tickets a bien marché. Contrat de négociation, Kazayashi, ok, ça arrive dans la compagnie. Très bien. Kazayashi qui arrive. Il faut que j'assigne des positions aux mecs dans le roster. Hardcore TV me fait un TV rating de 8.80. Là, maintenant qu'on a le Japon, on est à plus de 8. 8.80. Quel rating exceptionnel. Nouvelle proposition de la part de WCW pour Mick Foley, donc ça on va les voir. Le contrat pour Mick Foley, c'est 20 880 par mois que propose WCW sur 4 ans, avec 10% de bonus par événement et une prime à la signature de 10 440 $. Ce qui va me permettre de réduire un petit peu ma prime à la signature et d'essayer de m'aligner, de me mettre à 21 000 $, tout simplement. Alors là je vais être bloqué, je suis obligé d'utiliser le toggle Smart Offer pour aller à 21 000, en espérant bien entendu que Polo, tu m'écoutes, Polo, fais pas le con. Polo, on peut pas louper Mick Foley, il me met pas de cap. Parce que là, on a quand même quelque chose d'un peu cool qui peut se faire. Je vais la proposer sur 5 années, en revanche. Je vais aller une année à plus. Expected bonus, je vais me descendre à 10%, parce que si, en effet, il y a un gros salaire derrière, je vais peut-être pas aller jusque-là. Make new offer, putain. Mais Polo, c'est Mick Foley, c'est Cactus Jack. 20 080, il me dit que c'est trop. Non, c'est pas trop, Polo, c'est pas trop. Putain, il faut que je descende de ce fait. Oh la vache, ça fait mal, hein. 20 080, je vais donner un plus gros bonus à la signature, en tout cas plus gros que celui de WCW. Je vais me remettre autour des 15 000. 5 années. Push jamais en dessous de mid-carder, au moins c'est toujours un petit bonus qui aura son effet. Make new offer. Très bien, Mick Foley accepte sérieusement, enfin considère sérieusement mon offre, à moins qu'il en ait une meilleure dans le futur. Donc là on va croiser les doigts. Parce que si WCW part sur 24 000 $, là, je peux absolument plus rien faire. Je peux plus rien faire, je peux plus rivaliser. Donc, Mick Foley, croisons les doigts. Ça se trouve, on a peut-être l'OP du siècle qui est à portée de main. Oh, ce serait énorme.
Offre rival pour Mick Foley. Ah, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé à Mick Foley? Aïe, 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 aïe. View Rivals Offer, 21 000. 21 980 $ et je pourrais pas aller au-dessus. Là, le signing bonus a descendu, ils sont sur 5 années avec Mick Foley. Ok, là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Donc, je vais proposer 6 ans avec 20% finalement, bonus. Je vais rester avec enfin 20% de bonus par événement. Je vais rester à 15 000 ici, make new offer. Il a deux offres et il hésite pour l'instant entre deux offres. Donc je vais pas contractualiser comme ça, je vais essayer de mettre... Là, il m'a pas mis de cap, Paul Heyman. J'ai pas de cap au niveau de... Pour l'instant, il m'en a pas donné. Donc si je monte peut-être ici, mettons, allez, si je blinde, si je vais à 19 380, est-ce que Paul Heyman me dit non? Il veut pas plus de bonus en 18 590. Ok. Bah, tout simplement parce que voilà, quoi, j'ai pas cette possibilité d'aller donner un contrat plus important à cause de Polo, là. Make new offer. Allez, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Il y a 2 contrats. Si j'ai pas Mick Foley, c'est le jeu. C'est le jeu, mais ce serait quand même hyper frustrant de se priver de Mick Foley au vu de ses compétences et de ce qu'il pourra apporter à la compagnie. Parce que c'est un profil, mais c'est totalement... C'est le profil requis, Mick Foley. C'est ça qui est fou, quoi. C'est le profil requis par excellence. Et on a plein d'incidents backstage. Qu'est-ce qui se passe? Al Snow, oh ça va. Al Snow, il garde tout le monde, il parle de ses histoires en route. Bon mood pour tout le monde. Chris Justice et Jesus, qui sont de bonne humeur, tous les deux, impeccable. Et Terry Funk qui passe des conseils à Devon Dudley, et qui passe des à Rob Van Dam. J'ai loupé un truc? Terry Funk il a pris Rob Van Dam comme protégé, j'ai loupé? Ah bon? Très bien, impeccable. Des bonnes nouvelles. J'avais peur quand j'ai vu Rob Van Dam, je me suis dit ça y est, tribunal. Mais non, et ben parfait. Et ben impeccable, ben ça c'est bien. C'est un medal peut-être que j'ai fait, j'ai pas fait gaffe, que je vous ai pas diffusé avant. Possible. Tant pis pour moi. Donc on est sur 3 chaînes. Eurosport, J-Sport et Sci-Fi. Ok. Ticket sales, vous le savez, on va au Japon. On va au Japon. On va à Kanto. Hein. C'est Japon, c'est Kanto. Japon, Kanto. Impeccable. Ma popularité, 58. L'industrie du catchment, etc. Ok. Peak, best venue. Ok. C'est JP, Fujiwara, Siki, Alba, Jim. Ok, je te fais confiance. Très bien. XTV in Japan. Avec un match dans le pré-show pour commencer. Vader qui bat X-Pac. Heal contre heal, peu importe, c'est dans le pré-show. C'était pour faire le test. Ça me fait 74. Vader est très populaire au Japon. Et j'ai pas trouvé d'opportunité pour pouvoir l'utiliser dans la carte. Donc 74, parce que ma carte, c'est un show d'1 heure XTV. Et j'ai 3 matchs qui sont 3 longs matchs. Avec un seul angle. Et j'ai quand même vérifié des petites choses. J'ai des catcheurs dans mon roster qui parlent un japonais propre. Et ouais, j'ai des catcheurs qui parlent bien japonais. Donc j'ai donné une promo à un catcheur qui parlera en japonais. Et oui monsieur. Et ben oui, on va pas faire les mêmes erreurs à chaque fois. Il parle mieux en tout cas ça que l'autrichien. Ben évidemment. Donc bon, Vader qui bat X-Pac. Pré-show. Ok. Carte principale. Carte principale qui commence déjà avec un gros 80 des familles. Mes amis, mes aïeux. Et c'est là où je vais commencer aussi à redémarrer une rivalité, vous l'avez bien compris, entre Saxon Violence et les Dudley Boys. Parce qu'on a la possibilité, je pense, sur ce chapitre 2, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai appelé la storyline, chapitre 2, je pense qu'on a la possibilité d'aller refaire des matchs d'une qualité particulièrement immense. Alors, Sexton Castle et Christian Cage ont des faibles notes, tout simplement parce qu'au Japon, ils sont pas populaires. En revanche, Rob Van Dam, avec son passé chez All Japan, Terry Funk, et on va pas parler de tous ces deathmatchs au Japon, il est hyper populaire. Les Dudley Boys, en revanche, le sont quand même bien moins. Mais c'est pas grave, c'est aussi la transmission d'Overness qui va faire qu'on va pouvoir transmettre de l'Overness justement aux autres personnes. Et on a un match quand même qui me fait une note très très bonne de 80 qui lance bien les hostilités. Avec un Road Agent Note, tu vois, j'ai mis Car Crash. Steven Dudley qui va battre Christian Cage dans ce match, qui a pas beaucoup de hits forcément, mais qui va en tout cas légitimer le fait que les Dudley Boys vont réclamer chance au titre contre Sex and Violence. 80, ça me va bien. Derrière, alors, là c'était véritablement du gros test pour ma part parce que j'ai pas encore utilisé Kazayashi. Kazayashi il est Helmsman Talent chez moi. Je viens de le signer, mais il a une bonne popularité au Japon. Notamment une bonne popularité dans 2 régions du Japon, et ça va, Kanto en fait partie. Donc j'ai fait un match qu'on peut considérer un petit peu un match d'exhibition, mais qui va voir Hayabusa défendre son championnat junior, qui lui est très populaire au Japon bien entendu,
Hayabusa défend le championnat junior contre Kazayashi. Ça me fait un match qui me fait une note de 73, ce qui me va très bien. Hayabusa fait sa seconde défense du championnat junior. Kazayashi a une gimmick mystérieuse. Ok. Above average, ça me va. Il me fait une bonne note de 82. D'ailleurs, c'est une superbe note pour Hayabusa. Et Kazayashi fait un 67. Ça me va. 73. Match décent. Je regarde quand même le dirt sheet au cas où. Kazayashi, pénalisé pour holding back, bah tout simplement on voit il y a holding back parce que c'est un match storytelling et il m'en faut un sur la carte. Obligatoirement. Bonne promo, ça va, parce qu'en plus la storyline Benoît contre la mort va prendre de la hit, mais je vous explique. Chris Benoit va faire sa promo, il va commencer à parler en anglais, puis après il va parler en japonais parce qu'il a passé quand même pas mal de temps au Japon, donc il parle japonais. Il parle de l'importance de ce match, que représente ce match contre Steve Williams, et surtout l'importance que ça représente de le faire au Japon. Voilà. Et pendant qu'il fait sa promo, il va terminer sa promo, et Terry Funk, accompagné de Sonny, vont passer derrière lui, ne rien dire, ils disent rien, ils parlent pas, ils passent juste, clac, et ça laisse sous-entendre que Chris Benoit, Terry Funk, au Japon, ouais, c'est un truc cool. Terry Funk ne sait pas parler japonais, donc il passe juste. J'ai rating overness, et j'avais besoin de faire ce segment impérativement parce que j'avais pas de segment avec une femme attractive. Si vous voyez ce que je veux dire. Et j'en ai besoin, bien entendu, au sein de ma SCW. J'ai pas pu faire un show de catch avec du catch pur, partout. Sinon, j'aurais été pénalisé. Le main event me fait, je suis très déçu, un petit 78. Je m'attendais à bien plus. Je pensais vraiment qu'on allait même flirter avec le 90. Parce que là, en plus, Steve Williams, vous voyez, hein, on est au Japon, la note c'est 86. Steve Williams au Japon, c'est immense. Chris Benoit fait un gros 84. Match quad buzzing. Maintenant, j'ai peut-être fait le con avec pas mal de choses. Donc, bien entendu, dans un match décrit comme exceptionnel, Chris Benoit a battu Steve Williams par pinfall. Maintenant, j'en ai peut-être fait des caisses, puisque j'ai mis ce match épique. Et j'aurais peut-être pas dû aller jusque-là. La storyline se termine, victoire de Benoit. Ok, Call in Ring, c'était logique. Les deux mecs sont suffisamment pros dans le ring pour pouvoir appeler l'action par eux-mêmes. Il y a plein de plus, mais il va y avoir des moins. Steve Williams, stamina. Est-ce qu'on est sur un match qui touche les 20 minutes? Ok. Chemistry, motivation, pas motivé. Ok, et declining physical ability. La table des commentateurs, je suis d'accord. Faible 8 quand même pour la storyline Benoit Death. Ok. Et donc storyline pas suffisamment haute. Et malheureusement, la foule était pas suffisamment chaude pour avoir un match épique. Alors sur un show d'une heure, je peux le concevoir. Ma faute, j'aurais pas dû aller jusque là, je suis sûr j'aurais laissé ça même en régular, j'aurais été chercher une bien meilleure note. Parce que voilà, tout ce qui est ça pénalise et c'est de ma faute. La storyline pas suffisamment chaude entre les deux, t'imagines, désormais quand je fais une storyline qui a moins de 80, elle est jugée un petit peu comme pas très très chaude, pas suffisamment chaude pour notre programme. C'est pour ça que je dois vraiment assurer mes storylines le mieux possible. Maintenant, Steve Williams, ça marche très très bien au Japon. C'est pas non plus la meilleure recrue que j'ai faite pour le moment. On va voir si cette association que j'envisage avec Terry Gordy va m'aider par la suite. 78, ça reste malgré tout un excellent show, bien mieux que ce qu'on a fait en Autriche, avec des trucs un petit peu catastrophiques, notamment... Ah, mais je suis déçu. Je ne peux être que déçu. Psychosis s'en va... Alors, oula, j'ai vu que Psychosis partait. C'était pas maintenant, normalement. Alors, Terry Gordy arrive, complete contract, ok. Terry Gordy, c'est bon. Mikey Whipwreck aussi. Hop, clac, je vais vous attribuer vos push. Restez tranquille. Les contract négociations avec Mick Foley se poursuivent. Ah, bien, XTV, d'accord, ok. Psychosis, ah oui, voilà, fin de contrat, donc je vais pouvoir voir si j'ai fait de grosses conneries ou non. Et Terry Funk, ah là là, body type a changé, maintenant il est flabby. Ah, esthétiquement, ça va être un peu moins propre d'avoir Terry Funk tout en haut de notre carte. Ça va pas durer non plus 1000 ans, hein, ce run de Terry Funk, hein, mais ça c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. On est déjà à 178 000 $, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des push pour... Voilà, push recommandé mid-carder, très bien, pour Mikey Whipwreck. Et pour Terry Gordy, on va être sur... Un main eventer, carrément. Ah putain, comment ils y vont? Il est aussi populaire que ça, Terry Gordy? Ah ouais, c'est vrai que bon, dans la Mid-South, c'est un monstre, hein, Terry Gordy, c'est évident. Bon, de toute façon, c'est une équipe, Steve Williams, Terry Gordy, ça va catcher en équipe, ça va permettre un petit peu de reposer Steve Williams qui, on le sent bien, donc est en fin de grande ascension, il décline. Kevin Nash, extension offerte. Pourquoi Kevin Nash, il est libre d'apparaître quelque part? Oh, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Ok, j'ai peut-être une information qui m'a échappé. Ah oui, Psychosis. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que j'ai fait le con? On va voir, negotiate. Tu vois que je peux le négocier. Rayton. C'était une bonne solution. C'était une bonne solution de procéder comme ça.
Donc vous m'avez mis le doute, on peut faire quelque chose d'assez correct, on peut le signer directement, même s'il est en contrat avec AAA. On peut récupérer Psychosis, j'ai même pas besoin de lui proposer 3 ans, je vais lui proposer 2 ans à 6600 $, on va dire, voilà. Ah, je lui ai proposé 6008, donc il s'en rappelle. Très bien, j'ai pas besoin de plus. Proposition de contrat faite à Psychosis, donc bonne solution pour l'avoir en Brighton. Et bah décidément, c'est petite pirouette qu'on se fait dans le jeu comme ça. Alors au sujet de Kevin Nash, c'est simple, hein. J'ai été voir, alors même WCW lui propose un contrat, donc ce qui est cool, c'est chouette, c'est qu'il va y avoir une guerre entre WCW et WWF pour le récupérer. Et Negotiate, voilà, je suis trop petit pour lui. Trop petit pour notre ami, notre ami Kevin Nash. Donc il n'y aura pas de Kevin Nash, je vais pas pouvoir agrémenter un petit peu plus ma NWX avec Kevin Nash. Donc on va laisser passer cette opportunité d'avoir Kevin Nash au sein de la compagnie. On est trop petit, on va pas avoir de regrets. Donc Kevin Nash ne nous rejoindra pas. Tellement d'incidents backstage. Avec Bullpain, pour commencer. Bullpain qui, voilà, Brighton the backstage area, tout simplement en étant sympa avec tout le monde. Il a plutôt intérêt d'être sympa parce que c'est plus trop la priorité en ce moment, Bullpain. Donc bon, il est plutôt sympa, peut-être pour essayer de bien se faire voir. Terry Funk qui donne des tips à tout le monde, c'est toujours bien, ça donne des tips sur comment travailler Hill à Jésus, ok. Pour travailler Babyface à Devon qui en a cruellement besoin. Et à Rob Van Dam sur le selling. Très bien. Rob Van Dam, le selling, il connaît pas trop, donc c'est bien de lui apprendre. Dean Malenko, c'est vrai qu'il est de retour, Dean Malenko, impeccable. Donne des tips à Doug Gilbert, et il donne des tips à Rocky Maivia, c'est quoi? Ou un incident entre les deux? Non, utiliser de la psychologie à Rocky Maivia. C'était le protégé de Dean Malenko? Putain, mais ça c'est peut-être vieux, je l'ai peut-être loupé ça. Dean Malenko passe des tips à Rocky Maivia. Ok, ça me va, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien, impeccable. Tout va bien dans ce roster. Oh, Hardcore TV qui débute avec des matchs dans le pré-show, notamment un match qui a une storyline en cours, mais ça fait pas avancer la storyline vu que c'est dans le pré-show. Voilà, c'est juste pour moi faire du test, j'ai juste fait un match qui fait un match nul d'ailleurs entre Easy Cash et Williams en 7 minutes qui me fait 68. Donc il va falloir que je retravaille un petit peu ça, notamment à XTV qui est mon show normalement secondaire, mais là je l'ai utilisé plus pour faire les gros trucs au Japon. Easy Cash vont battre Williams, enfin non, vont faire match nul, 68. RAS total, RAS total. Juventus Guerra contre Blitzkrieg. Je teste comme ça Blitzkrieg dans un pré-show, qui me fait une note de 49 contre un Juventus Guerra qui me fait qu'un petit 62 d'ailleurs. Match high spot, victoire de Guerrera, rating de 65. Blitzkrieg, sa gimmick de luchador me fait un initial rating de above average. Blitzkrieg est pas du tout mexicain, hein, pour information, il est américain. La carte principale. Et accrochez-vous bien parce qu'on va commencer très très fort avec un segment avec l'Undertaker. L'Undertaker, oh là là. Ce qui se passe, c'est que Paul Heyman, Terry Funk et Sonny sont backstage. Enfin, ils sont pas backstage, ils sont dans le parking. Voilà, ils sont en train d'arriver, tu vois, au truc, et Paul Heyman est toujours au téléphone avec Vince McMahon, et on comprend la manière dont il est au téléphone que Vince McMahon a réclamé, s'il prêtait l'Undertaker, ce soir, il catcherait contre Terry Funk. Voilà. Ce soir, il veut ça. Il a envoyé l'Undertaker pour le voir contre Terry Funk. Il fait, mais si, tu vas voir, ça va faire des audiences. Et Paul Heyman se chie dessus. Donc, l'Undertaker est prévu pour être là, et il passe en moto, l'Undertaker, ça y est, il est avec sa gimmick de motard, d'ailleurs, je vais tout de suite changer la gimmick de l'Undertaker, voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Ça fait below average, ok, bon, below average. Et ça arrive trop vite par rapport à sa dernière, mais bref, below average. L'Undertaker, il arrive en moto, et il fait style, tu vois, de renverser Terry Funk et tout le monde, tu vois, il passe plusieurs fois, en menaçant, tu vois, de leur rouler dessus. Je m'inspire d'un segment où l'Undertaker, justement, en moto, avait fait mine de renverser Vince McMahon, Shane McMahon, et que c'était un petit peu rigolo. Sauf que Terry Funk, il en fait des caisses. Vraiment. Il en fait des caisses, et ça aura un lien vers la suite. Donc Terry Funk look good dans ce segment, voilà. 87, bon segment pour lancer le show. Derrière, je fais direct, mon match par équipe pour les championnats où Raven Fedjijus, vous le savez, était challenger au championnat. C'est mon opener, qui me fait un 79, qui est pas si déconnant. D'ailleurs, Jésus a pris un putain de bump pendant le match. Ok, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'amène progressivement un turn de Monsieur Raven. J'aurai besoin de heal. Il faut que j'équilibre. Raven va perdre et va être particulièrement frustré après ce match. Les Dudley Boys sont à la table des commentateurs, c'est pour ça d'ailleurs que les storylines gagnent de la hit. Et derrière, après ce match, après que Saxon et Allen ont conservé leur championnat avec succès, les Dudley Boys vont attaquer Christian Cage et Sexton Castle pour les défier pour un match
2 contre 2, au prochain pay-per-view Living Dangerously. 90. Très bien. Excellent segment, gagne de la hit, on monte les choses, impeccable. Dean Malenko fait son retour, mais il n'est pas le seul à faire son retour, puisque Chris Jericho aussi. Ça tombe bien, ça fait plaisir à tout le monde, ils s'affrontent juste derrière. Chris Jericho a désormais une gimmick de showstopper, below average, bon. Dean Malenko, Chris Jericho, peu importe, 77, chouette match. Dean Malenko fait une performance in-ring de 80, et Chris Jericho un petit 66 quand même, c'est pas non plus la perf du siècle. Mais Malenko fait un très solide 80 pour son match de retour, je vais beaucoup plus compter sur Malenko que sur Jericho évidemment, parce que Jericho je l'ai juste en prêt. 77. Un angle, un peu à la con, où Rocky Maivia et Judge Absol sont backstage, et ils vont dans leur sac, et il y a des conneries dans leur sac, ils trouvent la tête justement de Al Snow, la tête de The Rock justement. Al Snow leur fait des blagues, et ça l'agace, et Al Snow arrive par derrière et attaque The Rock. 83. Brian Pillman contre Rob Van Dam, 85. Énorme match entre les deux. Dans un match qui a du superbe catch, très bon hit, Brian Pillman va battre Rob Van Dam dans ce classique ECW Rule match, quand Rob Van Dam va intentionnellement se faire disqualifier. Pourquoi? Parce que pendant le match, Steve Austin est venu distraire Brian Pillman, et ça a fait chier Rob Van Dam que Pillman veuille pas revenir au ring parce qu'il était déconcentré, et Rob Van Dam il a craqué, il a pris une chaise, il a attaqué Pillman. Et il a eu que ce qu'il méritait. Et Pillman de ce fait se fait avoir un petit peu à son propre jeu des Mind Games, et Austin repointe le bout de son nez, il est dans les parages, qu'est-ce qui se passe? On aura peut-être plus d'informations la semaine prochaine. 85, très bon segment. RAS, qu'est-ce que j'ai? Juste une note négative. Brian Pillman, inconsistance. Ok. Holding back, c'est logique parce qu'on est dans un match storytelling, il m'en fallait un. Mais 85, c'est très très bien. Terry Funk fait style, il est blessé. Et s'il peut pas catcher ce soir parce que l'Undertaker a voulu lui rouler dessus, il veut appeler ses avocats, etc. Mais Paul Heyman lui fait non, il nous faut un plan de solution, une solution de secours. Si l'Undertaker ne catch pas ce soir, ça va râler. Donc ils vont voir Vader, et ça sera Vader contre l'Undertaker dans le main event ce soir. Bon segment, 83. Le match derrière me fait une excellente note de 86, ça c'est du très bon main event, match exceptionnel. L'Undertaker va battre Vader dans ce classique CW match en 15 minutes 28 par pinfall après un chokeslam, suite à une intervention loupée de Terry Funk, qui était d'ailleurs aussi à la table des commentateurs. Oui, pour faire valoir un petit peu tout ça. Alors l'Undertaker fait une in-ring performance de 81, Vader a un énorme 92. Ça, je m'en doutais. Taker, moi, première fois que je le teste dans le ring, 81, ça me va. La storyline avance avec ce segment. C'était très très centré sur eux, mais ça me fait un très solide show de 86. Ce qui inspire plutôt bien ce qu'on peut avoir à Living Dangerously. Même si Terry Funk contre Undertaker, je suis pas non plus des plus rassurés. J'ai pas la confiance la plus confiante par rapport à tout. Mais on découvrira, ça devrait normalement bien se passer. L'Undertaker a d'ailleurs des minor moral issues parce qu'il a une faible gimmick. Son truc de biker, ça lui plaît pas trop. Fait ce qu'on te dit de faire, hein, pas je vais pas lui donner un bonus, hein, faut pas déconner. Steve Williams arrive dans le dernier mois de son contrat. Très bien, il faudra que je teste ce qui se passe avec Steve Williams. Chris Jericho, minor moral issues. Faible gimmick, putain, showstopper, déçu. Below average, c'est vrai que c'est un petit peu moins bien que la moyenne. C'est pas non plus la mort, quoi. Retour de Psychosis dans la compagnie, ok. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Hardcore TV Ratings, 8.81, énorme rating. Steve Williams, fin de contrat, ok, je gère ça. Et Marcus Bagwell va dans le Southeast, on s'en fout. Marcus Bagwell, je sais pas si je le recruterai un jour, hein, mais... Buff Bagwell, très bien. Oh, plein d'informations, c'était plutôt chouette. XTV avec des matchs dans le pré-show. Bah déjà, pour essayer de voir un peu où on en est vis-à-vis de Mikey Whipwreck, hein, qui a signé, mais je vais pas faire de début on-screen pour le moment pour Mikey Whipwreck. Je lui ai donné un petit match contre Chris Justice, qu'on n'a pas trop utilisé ces derniers temps, qui me fait qu'à 59, il n'y a aucune consigne dans le match, et les notes sont pas terribles. Les notes sont de 50 et de 57, alors Chris Justice me fait quand même 50, j'ai envie de dire, mais Mikey Whipwreck me fait seulement 57. Donc, ça faiblit un peu pour moi, c'est pas non plus la note du siècle. Mikey Whipwreck, je vous rassure, je l'ai pas signé. Mais c'est vrai que là, j'ai filé beaucoup de contrats à plein de gens. Je réfléchis si c'est vraiment la bonne opportunité. Là, il y a beaucoup de monde dans le roster. Il y a beaucoup de monde, et c'est vrai que les talents que j'ai non signés, est-ce que c'est vraiment de bon augure pour la suite? Je réfléchis aussi beaucoup à avoir une compagnie de développement, quitte à la créer moi-même, quitte à ce que ça me coûte de l'argent, évidemment, parce que si j'en crée une, elle peut me coûter... On va s'intéresser à ça. On va y venir. On va s'y intéresser, je pense que ça va vous intéresser aussi, mais la compagnie de développement, c'est peut-être un bon deal. Derrière, toujours pré-show, il y a 3 matchs dans le pré-show. On se fait plaisir. Hayabusa fait équipe avec Blitzkrieg, parce que Billy Kidman
que j'ai prêté. Bah oui, parce que je fais des prêts avec WWF, mais j'oublie de vous dire qui je prête en retour. Tommy Dreamer, par exemple, c'est la grosse star qui est prêtée en ce moment à WWF, dans l'échange de l'Undertaker. Hayabusa et Blitzkrieg, donc Billy Kidman est prêté aussi, vont affronter Kaizayashi et Phil Lafont. J'attendais absolument rien de ce match, j'ai eu 62. Donc c'est assez bien. À voir que Hayabusa et Blitzkrieg ont absolument aucune chemistry en équipe. Aucune. Rien. Nada. Hayabusa fait même sa pire note ever. 56. Catastrophe. Blitzkrieg s'est blessé. Ah. Il était office game. Et Kazayashi aussi avait l'air office game. Pas plus d'infos. Pas pire. Landstorm contre Matt Hardy. Alors, c'est un peu pour la déconne pour continuer de donner du momentum à Landstorm. Bah figurez-vous que dans ce match qui a pas beaucoup de hits, bah Matt Hardy a battu Landstorm. J'ai donné aucune consigne. Naturellement, Matt Hardy a battu Landstorm. Landstorm, de toute façon, c'est la déception. Matt Hardy fait une note de 64. Soit. La carte principale, et là, attention, il y a des choses intéressantes. C'est vrai que XTV, qui est normalement mon show secondaire, il s'y est quand même passé des trucs plutôt chouettes, et vous allez voir. Déjà, ce match-là, je sais que vous étiez nombreux, très nombreux, à me le réclamer. Puisque on a peut-être, dans notre division par équipe, 2 des mecs qui sont les meilleurs, qui font les meilleurs perfs. Devon Dudley et Sexual Castle. Je l'ai fait, un match de 10 minutes, qui va se terminer en double disqualification, puisque Bubba Dudley va attaquer Sexual Castle et Christian Cage va attaquer Devon, ça va être la folie. N'empêche que, et ça c'est très intéressant, Sexual Castle fait une note de 88 quand Devon fait un 80. La storyline avance avec ce segment. Ok, pas de souci. J'ai mis une White Brawl, pour que ça soit vraiment bagarre, que tout le monde règle des comptes. Et ce qui est retenu en négatif sur le match, c'est pénalisé pour sa durée, parce que c'est un match court, c'est vrai. Mon équipe de commentateurs, évidemment, mais ils vont prendre de l'expérience petit à petit. Et Devon, pénalisé pour l'endurance. C'est tout. Et Hardcastle aussi, pour l'endurance. Putain, mais stamina pour des matchs de 10 minutes, les mecs. Vous êtes sérieux? C'est quand même... Voilà, quoi. Devon et Sexual Castle, par contre, ce style de match, ça va. 79, pour un opener, ça va, c'est 10 minutes. Ok. Too Cool Scorpio contre Dean Malenko. Alors, Dean Malenko, il revient, voilà... Jericho qui est passé, il affronte un autre revenant, Too Cool Scorpio. Dans ce match qui a du très bon catch, très bon 8, Dean Malenko bat Too Cool Scorpio. Classique ECW Rules match par soumission après le Texas Cloverleaf. Mon match storytelling, Dean Malenko fait une note de 80, Too Cool Scorpio un petit 68, qui est quand même bien honnête. Gimmick de fun babyface above average, ça va. La foule est chaude. Le dirt sheet va me dire holding back, évidemment, vu que c'est storytelling. Dean Malenko, bon momentum, ça va. Les notes sont plutôt bonnes. Derrière, pour préparer le main event, Al Snow et The Rock vont s'affronter, mais dans un match par équipe. Al Snow va faire équipe avec Tommy Dreamer, et The Rock va choisir Vader comme partenaire. Alors, Vader, en ce moment, on va le voir. Il lui dit, mec, va couvrir mes arrières pour aller affronter l'Undertaker, il perd. Et là, viens, on va aller affronter ensemble... Et puis Vader, il fait la gueule et tout. 86. Donc Vader et Rocky, qui... Ah non, avant ça, grosse promo avec Steve Austin. Grosse promo avec Steve Austin qui annonce qu'il sera ce mercredi à Hardcore TV pour faire face à Brian Pillman. Ils se croiseront, quoi qu'il en soit. Peut-être que je ferai un match, peut-être pas un contre un, mais je ferai quelque chose entre les deux. La storyline gagne de la hit, très bien. Austin qui était revenu au dernier Hardcore TV. Très bien, oui, je voulais mettre un gros segment. Le main event me fait une excellente note de 87. Très très bon, très solide. Dans un match qui a du superbe catch, une très bonne 8. Al Snow et Tommy Dreamer battent Rocky Maivia et Vader. Quand Al Snow fait le tomber sur Rocky Maivia avec le Snowplow. Très bien. Il m'en fallait pas plus pour préparer mon match pour le championnat de télé entre Rocky et Al Snow. C'est super. Rocky J. Jepson, great chemistry, impeccable. Al Snow, gimmick is getting stale. Ok, donc ça, je vais devoir travailler la gimmick d'Al Snow. Match crowd buzzing, ok. Al Snow fait qu'un petit 78, pardon. Rocky fait un correct 76, j'ai envie de dire. Vader fait toujours des excellentes notes, 92. La storyline avance avec ce segment. 87, c'est un très très bon match par équipe qui termine, encore une fois, un très bon Hardcore TV. Alors, c'est vrai que j'ai mis quand même le paquet dans le pré-show. Hein. Enfin, pas dans le pré-show, même dans le début de la carte. D'habitude, je fais des trucs beaucoup plus légers, mais quand on a des main events de cette qualité-là, tu vois, la note, elle fait au final 86. Je peux mettre ce que je veux, je pense un peu plus bas, que ça passerait quand même. Je me retrouve peut-être limité par les durées de mes émissions. Alors, c'est vrai que ça me demanderait encore plus de boulot, mais je me tâte à mettre XTV, vu la quantité de catcheurs que j'ai dans mon roster, je tâte à mettre XTV sur 1h30, et mettre même mon autre show sur 2 heures. Oui, XTV, je vais peut-être le mettre à 1h30 également. Ok, qu'est-ce qui se passe pour Blitzkrieg? On en a à combien? Quelle durée?
Blitzkrieg blessé, c'est 2 mois. 2 mois, mais on peut quand même l'utiliser, mais bon, il se reposera. C'était un coup d'essai, Blitzkrieg, on verra bien. C'est pas la priorité. Ok, Hardcore TV, je me rends vraiment compte que j'ai trop de monde dans ce roster. J'ai trop de monde, j'essaie de faire des matchs un petit peu plus longs pour me manger un peu moins de pénalités, et de ce fait, ouais, même mon heure et demie, hein, je me rends compte qu'elle est plus suffisante hein, pour Hardcore TV si je veux exploiter correctement tous mes storylines, et je vais devoir passer à 2 heures. Hein. Je vais devoir passer à 2 heures pour Hardcore TV, véritablement. Sinon, je vais pas m'en sortir, je vais pas pouvoir faire fonctionner mes programmes comme je le souhaite, et je pense que je vais épurer grave. Alors même si, là on est dans le pré-show. Donc un peu rien à foutre, les Pitbulls, histoire de les faire travailler un peu, affrontent Ron Killings et Mikey Whipwreck, match hardcore, en plus de ça, donc c'était pas non plus la meilleure des idées, mais match hardcore, ok, victoire de Pitbull Wolf et Pitbull Durante, qui font des bonnes notes, 74-73, c'est quand même très très bien. Par contre, Ron Killings et Mikey Whipwreck nous montrent une très très bonne chemistry, mais Mikey Whipwreck s'est blessé, voilà, et Ron Killings me dit match hardcore, même Mikey Whipwreck, match hardcore, bon. Et ouais, alors, Quizzical Next Train, je sais pas exactement ce que c'est, on va voir pendant combien de temps ça va l'handicaper. La carte principale, et là c'était un peu risqué de ma part, j'ai décidé de commencer avec une bataille royale de Junior pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Monsieur Hayabusa, qui est à la table des commentateurs pour ce match. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça me fait avancer plusieurs segments. Notamment Juventud Guerrera contre Hayabusa, ça me fait gagner de la hit sur le segment, parce qu'on était en totale perte de hit. À ce niveau-là, vu que j'en ai plus rien fait et je devais poursuivre cette storyline où j'aurais dû même l'arrêter peut-être la dernière fois, j'en sais rien. Victoire dans ce match qui a du bon catch, mais pas beaucoup de hits. Juventud Guerrera gagne cette bataille royale en 14 minutes 23. Le Final Four, c'était Rob Van Dam, X-Pac et Shannon Moore, qui s'est bien battu, Shannon Moore. Rob Van Dam a été dans l'élimination finale, a été le dernier éliminé. X-Pac est celui qui a été le plus... Pardon. X-Pac est celui qui a eu le plus d'éliminations pendant le match. Voilà. 64. RAS, des storylines avancent, c'est tant mieux. Maintenant, je fais débuter cette équipe que j'attendais beaucoup au sein de ma CW, à savoir Terry Gordy et Steve Williams, la Miracle Violence Connection, qui était une équipe assez légendaire au Japon. D'ailleurs, ils ont 100 en chemistry. Pas en 100 en chemistry, ils ont 100 en... Comment dire, en expérience, en équipe. Donc ça peut être très bon, je pense. D'ailleurs, ils me font des notes. Alors, Steve Williams me fait 72, par contre, Terry Gordy me fait un petit 58 qui m'étonne beaucoup. Merde. Là, quand Steve Williams, ça commence à aller mieux, maintenant c'est Terry Gordy qui commence à peiner. Il va falloir vraiment les roder, hein. Mais en équipe, je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire. Donc, old school gimmick pour Terry Gordy, c'est suffisant. Steve Williams, d'ailleurs, aussi s'améliore sur sa gimmick. Jesus, ça va pas. 49, ça va pas. Raven est très très bon, il me fait 43. 83, pardon. Donc, Miracle Violence Collection gagne le match, mais, en revanche, et j'en ai déjà parlé, pour Raven, on va vers le heel turn. On va vers le heel turn, je sais pas encore comment l'amener, il y a le pay-per-view qui arrive à la fin de la semaine, Raven va pour tourner heel. Mais si je le fais tourner heel sur Jesus, c'est un peu naze. Vader contre Al Snow, parce que, voilà, oui, Rocky il est content, il est à la table des commentateurs, il regarde Al Snow, son futur aspirant, se faire massacrer par Vader, ça fait un excellent 86, mais quand même, pour protéger Al Snow, Rocky s'en est mêlé, il l'a distrait. Voilà. 91 et 72, la storyline avance avec ce segment. Elle gagne pas de hit, mais elle avance. Brian Pillman contre Steve Richards. Alors, j'ai été assez malin de pas utiliser Steve Austin là-dedans. Tout simplement parce que ça me fait qu'un 75. En même temps, c'est un petit match qui complète un petit peu ma carte. Brian Pillman bat Steve Richards dans ce classique ECW Rules match, ok. Suite à l'intervention, et ça c'est pour faire avancer une autre storyline que j'ai commencé et que j'ai laissé en plan, Steve Richards se moque de la NWX. Intervention d'X-Pac pendant le match. Steve Richards, voilà, se fait battre. 75, ça reste quand même une note très décente. Mais après le match, Austin va attaquer Pillman, et je suis déçu parce que 79, ça fait perdre de la hit au segment. Et à la storyline. Pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le main event, en revanche, il est exceptionnel, les amis. L'Undertaker fait équipe avec Sex and Violence contre la New World Expansion emmenée de Terry Funk, Devon Dudley et Bubba Dudley. Ça me fait un très joli, très solide 91. Match de gala, match de prestige. Tout le monde prend de la hit. Voilà. Christian Cage off his game, malheureusement. Dans un match qui est du superbe catch, Great Hit, l'Undertaker et Sex and Violence battent le New World Expansion quand l'Undertaker bat Terry Funk par pinfall après la Tombstone. Voilà. Christian Cage 77, Sexton Castle 85, Undertaker 83, Bubba Ray Dudley 80, Devon 81,
Et Terry Funk fait un énorme 93. Les deux storylines avancent et gagnent de late. Là, avec ces deux matchs-là, enfin ce main event-là, au moins mes deux storylines, j'ai presque envie de dire pas principales, mais très importantes, sont bien, là, pour le pay-per-view. Elles sont très bien. Terry Funk Undertaker, ça va vite s'arrêter. Voilà, il va pas y avoir de surprise, c'est un truc qui va malheureusement très vite s'arrêter. Ok. Des informations. Steve Austin dit que Ron Killings doit apprendre comment vendre. Très bien. Undertaker, pardon. ECW Hardcore TV, 9.0 de TV rating. C'est très bien. Mikey Whipwreck s'est blessé. Ok. Ça m'intéresse pas. Psychosis rejoint la ECW, donc on va pouvoir l'utiliser. Impeccable. Ultra Seven, voilà, Akanto, ça ne m'intéresse pas. Ok. Des contrats. Dwayne Johnson me demande une augmentation. En même temps, bon, Dwayne Johnson, il est payé 5000 $ par mois, c'est rien, c'est peanuts. Il dit c'est moins que les 7550 que j'ai habituellement. Je lui donne sa paye complète. En effet, Rocky, il mérite bien plus que ce que je lui donne actuellement, bien sûr. Psychosis, on va lui donner un push de mid-carder, ça me va bien. Mid-carder, ok. Je dois aller mettre Hardcore TV à 2h, TV Control. Comme ça, je vous montre si jamais un jour vous devez aller changer des choses sur vos shows. 2h, voilà, hop, clac. Showtime m'a bloqué. Ils veulent pas qu'on fasse un show aussi long. Par contre, XTV, est-ce que je peux le passer à 1h30? Oui, bah ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà passé et ça m'a été accepté. Ok, très bien, Showtime, ils vont râler. Donc 1h30, on reste à 1h30. Alors XTV, version plus longue, et attention, il va falloir bien faire attention d'une chose, enfin, bien faire attention à une chose, c'est que je dois pas fatiguer trop mes catcheurs. Parce que demain, il y a Living Dangerously. Les Pitbulls vont battre Matardi Jesus dans un match qui a pas beaucoup de 8, mais on est dans le pré-show. 69, correcte performance. Alors, on est dans le Midwest. Tout le monde n'est pas populaire dans le Midwest, ça vous vous en doutez bien. Surtout pas de Jesus, qui fait encore 48. Ok, bon, les Pitbulls, Matardi font du taf décent. La carte principale, Doug Gilbert contre Too Cool Scorpio. Il n'y a aucun programme, mais juste l'idée de faire un bon match, je pense, et c'est ce qui est fait, parce qu'ils font 74 dans un match qui était là pour booster un petit peu les gens. Too Cool Scorpio, on va battre Doug Gilbert, 14 minutes 39, par pinfall, 10 that don't miss, on n'en parle plus. Une note de 71 pour Too Cool Scorpio, très bien. Derrière, gros segment, et je commence une storyline qui va entourer Raven, et peut-être un nouveau Tommy Dreamer, vous allez bien le comprendre, hein. Puisque Raven, ça va pas, il est en train de péter des caps sur Jesus, il perd des matchs, il est dans une situation où il a de plus en plus de doutes, il aimerait redevenir champion, il n'arrive pas à battre Terry Funk, il n'arrive plus à rien, il est en déprime. Et Tommy Dreamer va le voir. Il y a une très longue histoire entre les deux, et notamment Tommy Dreamer va le voir, accompagné de Beulah McGillicuddy. Et ma lumière s'éteint. Incroyable. Ça, il y a une ambiance qui se crée comme ça. Raven, le fait de revoir Beulah McGillicuddy, ça lui rappelle des vieux souvenirs. Bon, il accepte l'aide de Dreamer, ils vont faire équipe ce soir contre l'équipe qu'il n'a pas su battre la dernière fois, à savoir la Miracle la Miracle Violence Collection. Sturie, il va faire un AVC, c'est pas possible. Dean Malenko affronte Norman Smiley. C'est un squash. Victoire de Malenko. Il fait une note de 81. Smiley 41. Derrière, Chris Benoit. Se rappelle, c'est vrai qu'on avait un programme, toi, contre moi. On l'a pas fait, tiens. On s'affronte à Living Dangerously. C'est noté. Voilà. Ils s'affrontent. Il n'y a plus de storyline en cours, mais ils s'affrontent. Easy Cash contre Moore et Helms me font un petit 63 pour poursuivre un peu leur storyline qui n'est pas des plus exceptionnelles. Je sais même pas si elle va aboutir cette storyline. Alors je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. J'ai regardé un petit peu la liste des catcheurs qui ne sont pas sous contrat chez moi. Et parmi les catcheurs qui ne sont pas sous contrat à la ECW, 3 des 4 catcheurs que vous voyez ici n'y sont pas. Shane Helms, Shannon Moore et Kid Cash. J'ai Chavo en contrat. Chavo qui est Easy Banks. Je commence à avoir de plus en plus de mal à me dire qu'est-ce que je vais faire de tout ce monde-là. Parce que je suis pas véritablement satisfait des résultats, des matchs, des performances. J'ai pas l'impression, surtout pour Kid Cash, Moore et Helms qui sont là depuis longtemps, qu'il y a des réels progrès, quoi qu'il en soit. J'ai pas de grosses surprises. C'est des catcheurs moyens, tous. Et celui qui s'en sort le mieux parmi tout cela, c'est Easy Banks. Alors après, on a une note moyenne parce qu'on est dans une région où les mecs sont pas du tout populaires. Je le prends également en considération. Pour autant, pour moi, ils sont sur la sellette. Sauf Chavo, puisqu'il est signé. Mais les autres sont clairement sur la sellette. Stevie Richards contre X-Pac. Alors, c'est pas mal, parce que ça me fait un gros 79 dans cette storyline que j'avais laissé de côté. X-Pac bat Stevie Richards suite à l'intervention de Lance Storm. RS. Voilà. Je sais pas s'il y aura suite à ça au pay-per-view, mais
ça trouvait bien sa place là, et c'est une storyline que j'ai trop peu exploitée au courant du mois. Ça c'est un peu fun, mais je suis un peu triste parce que ça m'a pas fait le rating que j'attendais, mais ça va pas faire perdre de hit pour autant à ma storyline entre Al Snow et The Rock. Promo de The Rock, il va chambrer Al Snow évidemment, et Austin passe par là et met une pêche, voilà, il lui met une baigne à Rocky comme ça, plus gratuitement possible, parce que ça le gave, et Austin comme ça fait une autre chip-hop. L'idée c'était ça, grosso modo. Pillman n'est pas du tout impliqué. 81, un peu décevant, je m'attendais vraiment mieux. De segment Better Announcing, je suis vraiment embêté avec ma palette Phil Berry et Paul Heyman. Très bien, ensuite, le main event, et je suis très déçu de ce main event, je m'attendais à mieux. Je pensais qu'on pouvait faire bien mieux avec Miracle Violence Connection, qui ont un match qui a du bon catch, une descente de réaction de la part du public. Ils vont battre Tommy Dreamer et Raven dans ce match, classique ECW Rules match. 16 minutes 35, quand Steve Williams va battre Tommy Dreamer par pinfall, après avoir utilisé un objet contendant. Il faut savoir également que pendant le match, Rod John note, Jesus, sans faire exprès, va attaquer Raven. Il va vouloir l'aider comme ça, et Raven ça va le gaver encore un peu plus. Alors Raven et Dreamer font des super notes, à 84 et 83. Là on est sur du 65-68. C'est pas tip top. Et ce que je dois faire, je le fais pas encore maintenant, les amis, ça fait 9 segments quand même que c'est teasé. Raven va bientôt tourner heel. Je le garde pour le pay-per-view évidemment. Je vais trouver une manière de le faire. 77, moyen quand même, assez moyen. Je n'ai absolument rien de plus avant d'attaquer Living Dangerously. J'ai eu des backstage incidents, mais c'était juste des conseils de mentors vers leurs protégés qui sont toujours très intéressants. Locker Room est à 100, j'ai pas fait la connerie, j'ai désormais 5 diffuseurs pour les pay-per-view, c'est énorme. C'est très bien, 5 diffuseurs, t'imagines. Et je me sens prêt à aller en découdre avec ce Living Dangerously, qui s'annonce particulièrement explosif et palpitant. Oh, et c'est parti pour Living Dangerously 1998. Quelle carte! C'est un booking hyper épuisant. Hein. Et là, on est dans le pré-show. Too Cool Scorpio contre la Parka, victoire de Too Cool Scorpio, RS, Joey Styles, Rick Rude font toujours du bon travail à la table des commentateurs. Le match est plutôt fun. D'ailleurs, la Parka, que je vais tourner face. Que je vais sortir de l'Ukura trio, pour la simple et bonne raison que la Parka et Psychosis en équipe, ça clique pas. Et j'en ai plus trop d'intérêt de ce fait, donc le L'Ukura trio va se terminer, l'Okura Mortal, en revanche, va continuer. On va même imaginer qu'il y a poignée de main entre les deux hommes et que c'est une bonne franquette derrière. Donc la Parka, qui est même d'ailleurs un bien meilleur babyface que Hill, il faut le savoir. Too Cool Scorpio gagne le match, 77, ok. Derrière, c'est un peu moins bien, Monsieur Normal, Kara Techno vont battre Matardi, oui, Matardi et Lauren Smiley, en 9 minutes. Matardi par pinfall après un Michinoku Driver. Impeccable. RAS. La gimmick de Techno Kid, is getting stale. Oh, ok, donc il pourra plus faire le clubber. Je vais essayer de lui trouver autre chose. Hein. De toute façon, ça marche pas, hein, le clubber, donc le clubber, c'est pas ça. Donc peut-être que le Techno Kid deviendra le Karate Kid, j'en sais rien, on va faire du karaté aussi. S'ils font du karaté, si c'est la team karaté, Karatechno, bon, ils s'appelleront plus Karatechno. Très étonnant. Je sais que vous les aimez bien, mais j'ai tellement pas de plan pour eux, quoi. Doug Gilbert, c'est une bonne main. Techno Kid, enfin Inferno Kid, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ok, la carte principale, on est parti. Avec comment je pouvais faire ça, parce que l'idéal, au lieu d'utiliser les Pitbulls dans ce match, bon, vous découvrez un petit peu tout ce qui se passe, hein, mais au lieu d'utiliser Pitbulls, j'aurais peut-être pu mieux utiliser Terry Gordy et Steve Williams. Le problème, c'est que je suis pas véritablement satisfait de ce que ces mecs font jusqu'à présent. Alors, à noter quand même que dans ce match, Jesus fait peut-être sa meilleure performance ever avec un 60. Donc j'ai utilisé les Pitbulls que j'ai mis en équipe avec Vader qui avait pas de plan, pour faire un 3 contre 3 où Tommy Dreamer ferait équipe avec Raven, Fan, Jesus. In About, Data Super Wrestling, un match qui a eu du superbe catch de la bonne 8. Vader et les Pitbulls ont battu Tommy Dreamer et Raven Fan Jesus en 11 minutes 57, ça va assez vite. Quand Vader va battre Tommy Dreamer par pinfall pendant le match, Tommy Dreamer s'est retourné contre Raven. C'était l'inverse normalement. C'était l'inverse. Il en pouvait plus, ça pétait des câbles. Je tourne Raven dans ce match, le turn est un succès. Normalement c'est Raven qui doit tourner sur Dreamer et pas l'inverse, j'ai un peu merdé, mais dans l'idée, Raven, voilà, était devenu ingérable pendant le match, et c'est lui qui coûte la victoire à Tommy Dreamer derrière. Il va y avoir un gros angle, un très gros angle dans la foulée. Tommy Dreamer et Raven, on va vouloir régler des comptes. Raven va porter l'Event Flow DDT à Tommy Dreamer. Bula McGee Cutty va lui dire, est-ce que
ça va pas, etc. Mais Bulla McGucty, elle se laisse, j'ai l'impression qu'elle se laisse un petit peu aussi, elle repense à tout ce qu'elle a vécu aussi avec Raven, puisqu'elle l'avait rejoint à l'époque dans le Raven Nest, qu'elle s'était retournée contre Tommen Dreamer, et là, le fait que les deux hommes, Bulla McGucty, c'en est trop pour elle. Mais Raven met les choses tout de suite au clair, DDT sur Bulla McGucty. 86, on repart dans une grande storyline entre Tommy Dreamer et Raven, et je suis sûr qu'elle sera bien mieux que la précédente, parce qu'on va pouvoir utiliser tellement de plus gros éléments. Oh là là, oh que oui. Oh, j'ai confiance. 86, excellent segment. Hayabusa, Juventud Guerrera, je termine la storyline ici. Et pas plus loin. Dans un match qui a eu du très bon catch, une descente de réaction de la part du public, Juventud Guerrera va battre Hayabusa, figurez-vous, en 13 minutes 13, par pitfall, après un Jui Driver. Pendant le match, on a également vu Psychosis attaquer Hayabusa. Juventud est le nouveau champion junior. Ouais, allez. Hayabusa est meilleur, mais j'aurais besoin de l'utiliser autrement, je pense, par la suite. Hayabusa me fait une note de 77, Juventud Guerrera me fait un 74. Rocky Maivia contre Al Snow, pour terminer la storyline, me fait un 84. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal. Il faut savoir que j'ai créé une stipulation de match bien particulière. J'ai fait un head on a pole match. La tête d'Al Snow. En fait, il y avait deux coins. T'avais la tête d'Al Snow et la tête de The Rock, et il fallait décrocher une tête, comme ça tu pouvais taper sur le mec avec une tête. Voilà. Ferait plaisir à Vince Russo, évidemment. Dans ce match qui a eu du superbe catch, une bonne hit, Rocky Maivia bat Al Snow dans ce head on a pole match, par pitfall, rock bottom. Pendant le match, J.A. Jameson a distrait Al Snow. Rocky Maivia fait sa seconde défense du championnat télé. RAS, c'est plutôt correct pour un match de pay-per-view qui me fait un 84. On va pas se plaindre. On aurait peut-être pu avoir bien mieux. Ça aurait pu être peut-être bien mieux, vu que la storyline était particulièrement chaude. Rocky Maivia pénalisé par chemistry, pourtant les deux mecs, quand ils s'affrontent, ils ont une superbe chemistry. Ça, c'est très étonnant. Chemistry, motivation, bizarre. C'est le seul moins du match, hein. Tout le reste est plus. Tout le reste est plus. En Roda John Nutt, j'avais mis régular. J'ai même pas mis de truc particulier. Régular. Match régulier. Termine là. Rocky est toujours champion. Al Snow perd. La suite. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la tête des commentateurs, il y a Paul Heyman avec Rick Rude et Joey Styles. Et Brian Pillman arrive avec Kimona Walaya. Il descend de la rampe d'entrée et il n'y a pas la musique de Brian Pillman. Il est juste pas content. Il est pas dans sa tenue pour catcher. Il est dans sa tenue civile. Et il arrive avec un papier, et il met le papier sur Paul Heyman, il prend un micro, il fait ce mec-là, là, il me dit pas, etc., juste pour faire du business, il pense pas à la sécurité de ses talents, parce que ce soir, il m'a booké dans un match contre Steve Austin. Ah, Austin Pillman, c'est ce soir, ils s'affrontent. Ah bon? Et Heyman, qui lui dit, t'es catcheur ou t'es pas catcheur, etc. T'as un problème avec Austin, vous allez régler vos comptes dans le ring. Parce que ça l'intéresse, tu vois, que Pillman et Austin, tu vois, se cassent la gueule, Paul Heyman. Lui, il compte l'argent derrière, et Pillman pète un câble. Et là, bim, musique de Stone Cold Steve Austin. C'est parti. Petit 80, mais logique. Pourquoi? Parce que Steve Austin va battre Brian Pillman dans ce classique ECW match en 8 minutes 51, ça va très vite. Parce que Brian Pillman se fait intentionnellement compter à l'extérieur. Il ne souhaite pas rester là plus longtemps. Voilà. Il est parti. Il est parti, du coup les gens bouent, etc. Ils sont pas contents. Il y a quand même des notes superbes, hein, 92, 87, ok. Alors je sais exactement, tu vois, Roda John Nutt, il y en a pas tant que ça, mais je sais très bien qu'on va me dire, le match est trop court. Évidemment qu'il est trop court. Et c'est d'ailleurs la seule note, le seul reproche qu'on me fait, hein, c'est que c'est trop court. C'est que c'est trop court. Et les gens râlent, évidemment. Austin, il est dégoûté, il part backstage et il veut aller chercher Brian Pillman, qui s'enfuit. Il s'enfuit. La storyline, bien entendu, ne s'arrête pas là. On les reverra même un peu plus tard. Maintenant qu'on est bien, un petit match storytelling peut-être pour souffler un peu, qui me fait quand même une excellente note de 80 malgré tout. Dans un match qui a du bon catch, une descente réaction de la part du public, Steve Richards et Rob Van Dam vont battre X-Storm, hein, l'équipe composée de X-Pac et Landstorm. Pourquoi pas. 14 minutes 32 quand Steve Richards va battre Landstorm après un Stevie Kick. On fait avancer la storyline qui gagne de la hit. RAS. Landstorm fait la moins bonne note du match, 60, Steve Richards fait 63, Rob Van Dam fait un bon 78. C'était histoire d'utiliser Rob Van Dam, parce qu'il n'y avait pas de plan. Stevie Richards, par contre, s'est blessé. Alors, Churchillian Neck Nerve Damage. J'espère que c'est pas trop grave. Découvrir. Merci Terry Taylor. J'attendais Terry Taylor, bien sûr, qui rapporte. Il fait « Il s'est blessé !» Merci Terry. Merci Terry. Maintenant qu'on est calme... Oh la vache! Ouh les bâtards! Ouh les bâtards! Ouh cette note de match, mes aïeux, mes amis, mais ouh là 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 là! Et je termine pas la storyline là.
Dans un match qui a eu du sensationnel catch et de la superbe 8, Sex and Violence ont battu les Dudley Boys en 19 minutes 01 quand Sexton a battu Devon Dudley par pinfall après une double spear. Sex and Violence font leur 3e défense de championnat. Regardez les notes des matchs. Christian Cage 90, Sexton Castle 100, Devon Dudley 99, Bubba Dudley 98. La storyline avance. Elle avance, elle gagne pas de la hit, mais elle avance. Putain, la vache. Mais Road à John Knott, y a pas grand chose. Car crash, parce que maintenant le car crash, ça maîtrise. Devon Dudley qui perd. Finish décisif, c'était un but, c'était finish décisif. On va frustrer, les Dudley Boys, ils rattaqueront derrière. Ouh, il y a du moins. Qu'est-ce qu'il y a en moins? Moins, Sexton Castle, inconsistance. Christian Cage, inconsistance. Bubba Dudley, inconsistance. Devon, stamina. Match trop court? Non, il faut les car crash, il faut pas hésiter à aller à 20-25 minutes s'il faut. Hein. À les écouter. 96. Oh, meilleur match de l'histoire de la ECW avec, à égalité avec je ne sais plus quel match. Bah avec je crois que Sex and Violence contre Vader et Pillman. On avait fait 96. Les mecs, ça, en 2 années de booking, un petit peu plus de 2 années, c'est une des plus belles réussites qu'on ait faites. Hein. Sex and Violence contre les Dudley Boys. Les 2 équipes là, c'est la folie. Chris Benoit contre Malenko pour calmer les gens, tu vois, c'est le mec qui utilise Benoit et Malenko pour calmer les gens. Ils font 80 les mecs, on se calme, ils font 80. Ça va, 13 minutes 22, ils sont exactement à leur place dans ce match. Calm the crowd, il n'y a pas de storyline en jeu, Chris Benoit bat Malenko. RAS, c'est Benoit qui prend du momentum. C'est logique. Pour la suite, c'est très logique. Backstage, Steve Austin part, etc. Il cherche après Brian Pillman, il est dégoûté, il arrive dans le parking, et il voit Kimona Walaleia allongée, inconsciente, au sol. Tu sais, il est quand même un peu gentleman, il la regarde, il fait « Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle ?» Enfin, bon, pas mademoiselle, mais même s'il l'aime pas, parce que c'est quand même une bitch, bah oui, elle se comporte mal. Il va auprès d'elle, voilà, il la relève, et là, elle le pousse, donc il est au milieu de la route, Brian Pillman passe en bagnole et renverse Steve Austin. Le fameux segment de Survivor Series 99, même si là on sait que c'est Pillman qui a tenté de renverser Steve Austin. 89. Tout le monde improvise dans le segment, performance d'Austin est fantastique, voilà, Pillman improvise bien, on met du drama, 89. Enfin, le main event, vous le savez, il ne reste plus qu'un match. L'Undertaker contre Terry Funk me fait une très bonne note de 87, c'est très bien, ça me va, je sais qu'on pourra pas aller chercher beaucoup mieux, donc c'est super, mais là, il y a des choses très intéressantes. Attention. Dans un match exceptionnel, Terry Funk a battu l'Undertaker dans ce classique CW match en 18 minutes 27, par soumission. Quand Sturi, qui arbitrait le match, a appelé un abandon de la part de l'Undertaker, alors que l'Undertaker n'a pas abandonné. C'est un screwjob. Spinning to hold, après une donc victoire avec une spinning to hold, il y a eu une intervention de Sonny pendant le match. Terry Funk fait sa 4e défense du championnat, l'Undertaker s'est fait baiser. Vince McMahon va pas être content. Je pouvais pas utiliser un autre arbitre que moi-même, puisque je suis pas arbitre dans le jeu, mais j'ai des capacités d'arbitre, donc j'ai été faire le taf, et c'est pas grave, donc de ce fait je suis employé, tu vois, comme un arbitre méchant, et j'ai donné la victoire de ce fait à Terry Funk. Je voulais pas corrompre un de mes arbitres déjà établi. Quelques informations. Inconsistant, faible morale pour l'Undertaker qui ont pénalisé le match. Terry Funk pénalisé pour sa stamina. C'est les seules notes négatives. La psychologie du match est spectacle. C'était un spectacle. Voilà, c'était appelé comme ça, 18 minutes 27, spectacle. 87 pour terminer le show, c'est très bien, ça me fait... Oui, j'égalise mon record. Une note de 91 de moyenne pour l'intégralité du show. Un excellent show, un show de bâtard. Un show de bâtard. T'imagines, on aurait mis Sex and Violence en main event, on était à 92 là, 92-93. On aurait été encore bien meilleur et bien au-dessus de tout ça. Oh là 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 là. Ça fait du bien, hein, 20 213 personnes, on a un show fantastique, un show énorme. Voilà, la popularité qui augmente dans 33 régions. Les speeches. Bon, les speeches étaient plutôt simples, hein. On va encourager Paul Heyman qui est content, l'Undertaker qui faisait la gueule, et Sexton Castle parce qu'il faut pas déconner, le mec est un petit peu au-dessus du monde, au-dessus de la terre, au-dessus de tout. Cette division par équipe est un peu fantastique. L'Undertaker, encore une apparence sur son contrat. Ok. Et je sais comment je vais l'utiliser, et ça va tomber ce mois-ci, les mecs. Contract negotiation avec Francine. Oui, j'ai signé Francine. Francine, elle n'était pas encore signée, elle manage. Je sais plus qui elle manage. Elle est à Boozer, Rob Van Dam. Elle manage, manager Babyface. Peu importe. Qu'est-ce qu'il nous reste de note? Alors, TV rating de 2.01, ça c'est bien. Le buy rate 0.33. Ok. User talent, ça va. Donc, blessure de Steve Richards. Ça m'inquiète un petit peu. Donc, Steve Richards, ça va. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. 5 mois et 3 semaines.
Aïe, 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 Stevie Richards. 5 mois et 3 semaines, mais il peut toujours apparaître à l'écran. Ok, Mikey Whipwreck c'était 3 jours, Blitzkrieg 51, le Sandman, bien entendu, lui, on n'est pas près de le revoir. Ah, pour Stevie Richards, c'est coup dur parce qu'on était en pleine storyline, donc ça me gêne un peu. Je vais peut-être inclure Rob Van Dam dans la storyline pour peut-être la terminer rapidement, mais ça arrive pas au meilleur des moments pour un Stevie Richards qui était quand même plutôt bien utile à plein d'endroits. Je vais essayer de trouver une bonne solution pour comment utiliser bien Stevie Richards à l'avenir. Mais ouais, c'est un peu dommage. User Talent, on va mettre un point ouf. On va mettre où ce point, ce petit point on va le mettre en motivation. Voilà, comme ça quand je fais des speeches, ça va motiver un petit peu mieux les mecs qui vont arrêter de faire la gueule parce que Paul Heyman a toujours des morals issues. Ça fait au moins 8 mois qu'il a des morals issues et j'en peux plus. T'as vu quand même, en argent, on est déjà à 1 394 000. On va arriver à la fin du mois, ça va être le feu. Ces informations étaient quand même folles. Hein. Apparemment, le show était vraiment, voilà, Struck Gold with this show, c'est une excellente description de ce qui s'est passé à Living Dangerously. Il y a des choses vraiment superbes qui sont arrivées. Je vais regarder un petit peu les storylines, mais voilà, Dudley contre Sexy Violence, chapitre 2, on est encore à 91. Fuck Me the Dead Man, c'est pas terminé là. Junior Tag Team, ça, il faut que je travaille, 60. Pillman's Got a Gun, 84, ça monte pas. J'aimerais que ça dépasse le 90, hein, cette affaire. Quad the Raven Nevermore, 80, ok. Et Steve Richards qui moque, qui se fout de la gueule de la NWX. Bon, à un moment, il va falloir que je trouve comment finir ça proprement. Mais pour l'instant, j'ai pas encore d'idée. Je sais pas, je vais devoir réfléchir. J'ai 3 jours de toute façon pour réfléchir avec Hardcore TV qui arrive justement dans 3 jours. Hardcore TV qui débute avec des matchs dans le pré-show et un Hardcore TV, vous allez voir, qui va être... ça va aller trop loin. Je me tâte même, franchement, hein, quitte à se faire plaisir sur cet épisode, hein, on a été au Japon, on a fait des matchs de dingue, quitte à se faire plaisir, je pense même que je vais booker le premier, parce que c'est important, je vais booker le premier Hardcore TV du mois d'avril. Je vous le dis, j'annonce, on terminera en plus notre épisode sur le dernier booking d'Hardcore TV. Donc il y a encore 2 Hardcore TV, celui-ci et celui après. Oh, quel épisode incroyable, épisode 41, on s'en souviendra longtemps. Et on commence avec un match dans le pré-show, l'Okura Mortal contre Next Wave, l'ancien champion Hayabusa, qui va pas battre l'Okura Mortal. L'Okura Mortal sont trop forts. Je vais même donner aucune consigne, il n'y a pas beaucoup de hits par contre, pas beaucoup de hits. 7 minutes 41, victoire de Psychosis qui bat, pardon, excusez-moi, Billy Kidman. Très bien, ça va, c'est honnête. Qui fait la moins bonne note? Juventus Guerra fait la moins bonne note, 65. Même Billy Kidman fait mieux, il a fait 70. C'est le champion qui fait la moins bonne note. Juventus Guerra, ça dépend à chaque fois qui il est, hein, c'est assez étonnant. Christian Cage contre Doug Gilbert. Vous allez voir pourquoi j'utilise Christian tout seul, on est dans le pré-show. Hein. Pourquoi j'utilise tout seul, parce que Sexual Castle aura un match 1 contre 1 un peu plus tard, et pas des moindres. 9 minutes 10, victoire de Christian Cage, qui bat Doug Gilbert. Impeccable, ça me fait des bonnes notes. Christian Cage fait un très bon 77, Doug Gilbert fait un honnête 66, ça me va. La carte principale, avec un segment, déjà, qui me fait une très bonne note de 85, mais qui fait perdre un peu de 8 à notre storyline principale, Funk Meet the Dead Man. Donc déjà, tout le monde est descripté, et Sturry dans le segment. Alors, Paul Heyman, Terry Funk, Sonny... Voilà, ils félicitent leur victoire sur l'Undertaker. Ils ont battu l'Undertaker. Oh, c'est champagne, etc. Terry Funk, qui roule des patins Sony, Paul Heyman, content. Ils ont vaincu l'envahisseur McMahon. Ils l'appellent l'envahisseur maintenant, on l'a vaincu. Et on tenait à remercier et surtout à se dédouaner de l'excellent travail d'arbitre qui est à vraiment souligner de ce jeune homme qui s'appelle Sturry, qui est en réalité le booker, hein, mais les gens ne le savent pas. Bravo à lui, très bien, bravo monsieur, bravo. Et ils lui remettent, hein, voilà, pour le féliciter, ils lui remettent un t-shirt de la NWX. Donc il rejoint la NWX, j'en sais rien, mais il lui donne un t-shirt. J'ai un t-shirt de la NWX, je suis content. L'Undertaker arrive. Oh, dong. Voilà, et il arrive, la moto, le tour du ring, etc. Il en a pas fini, et il a une dernière apparition dans son contrat, et Vince McMahon, dans son contrat, laisse l'Undertaker choisir de son dernier match, et il veut, ce soir, une revanche contre Terry Funk, et ça sera pas n'importe comment, puisqu'il dévoile sur l'écran géant ce qui attend Terry Funk, et c'est un cercueil. Oui monsieur, match du cercueil. Pour terminer cette rivalité une bonne fois pour toutes, alors que Terry Funk est pas content, l'Undertaker attrape Sturry et lui porte à Tombstone. Ram. Ram. Moi, je me fais un peu mousser. 85. On fait perdre un petit peu de 8 au segment, je m'attendais quand même à faire bien mieux. Mais 85, on ouvre très fort. Sexton Hardcastle se présente comme challenger au championnat télé de Rocky Maivia, qui, je le rappelle, a défendu avec succès ce championnat face à Al Snow.
dans un match qui a du superbe catch, une bonne 8. Rocky Maivia bat Sexton Castle par soumission, après les interventions de Devon Dudley et de Bubba Dudley. Les deux sont venus attaquer Sexton Castle pendant le match. Ils ont une super chemistry ensemble, ça on le savait. Sexton Castle en solo me fait une très bonne note de 91, donc je suis content de le voir aussi bien performer en solo. 74 derrière, mais ma storyline perd de late. On était à 91 quand même, hein. Je sais pas comment on arrivera à faire mieux, mais j'ai confiance, on arrivera à relancer Hardcastle Cage contre les Dudley Boys et envoyer ça au firmament. Je monte, vous inquiétez pas. Et ça fait une très solide défense de ce fait pour Rocky Maivia. L'Undertaker croise Raven backstage. Se regarde pas, se croise Raven. Petit segment 76, c'est pas trop. Raven, il a pas l'air bien net. Il a tourné, je le rappelle, mais il a pas l'air bien net. La gimmick de Raven est en train d'être stale. Mais pour l'instant, j'ai programmé un changement de gimmick, mais je ne le fais pas. Il croit juste Raven, et Raven, il a pas l'air net. Tommy Dreamer va faire équipe avec Jesus contre les Pitbulls. Revanche de ce qui s'était passé la dernière fois où Raven, enfin, lors de Living Dojo Wesley, où Raven s'était retourné contre son équipe. Vader n'est pas là ce soir. Vader, il est la nuit off. Dans un match qui a du bon catch, descendre action de la part du public, Tommy Dreamer et Jesus vont battre les Pitbulls en 14 minutes 51, quand Tommy Dreamer bat Pitbull Durante par soumission. Jesus weakling comme d'habitude. Bon, Jesus, il va s'écarter, je pense, de l'idée, de l'affaire. Derrière, en revanche, voilà ce qui se passe. Raven se pointe, Tommy Dreamer veut des explications, etc. Il aimerait aider son ami Raven, et Raven arrive, il est habillé Raven. Tu sais, il a une longue toge, tu sais, il s'exprime, il parle de Messi, etc. Ça reprend un petit peu les idées de Seth Rollins, voilà, Messi, etc. S'il revient, s'il vient confronter Tommy Dreamer, même si Dreamer veut essayer de comprendre, Dreamer est un sacrifice. Et il faut aller jusqu'au bout du sacrifice. Et là, il sort une allumette, un chalumeau, il veut brûler Tommy Dreamer, mais à la place, il brûle Bula McGillicuddy. Se fait brûler au visage, c'est horrible. Partout sur machin, appelez les pompiers, il y a des extincteurs qui arrivent. Il la brûle au visage. Et il fait une énorme promo derrière. Et je change la musique de Raven, et là, il va falloir faire attention, parce que de Cult Leader, on va tenter d'en faire un Religious Zealot. Ce qui veut dire, grosso modo, un mec qui ne veut prêcher que par une seule église, on va dire, qui est la sienne. Et là, attention, parce que c'est une gimmick qui est très complexe, qui me donne un gimmick gotten initial rating of average. Moyenne. Ça va, c'est moyen, mais ça va aller. 90, Raven. La religion de Raven est partie. Raven Nest, Raven Flock. La religion de Raven est née, ce soir. Et Bula McGillicuddy est la première sacrifiée. Où allons-nous? 90, très bon segment. Rob Van Dam contre Lance Storm, pour la déconne. J'ai ajouté Rob Van Dam dans la storyline. Stevie Richards se moque de Lance Storm et de X-Pac. Et Rob Van Dam va battre Lance Storm suite à une distraction, justement, de la part de Stevie Richards. Alors, je peux plus utiliser Stevie Richards, mais j'ai de la suite dans les idées. Comme vous le voyez ici, Stevie Richards laisse sous-entendre également un futur heel turn. Mais bon, la storyline ne se termine pas là, elle se terminera, parce que je ne voudrais pas faire de turn là maintenant, elle se terminera un petit peu plus tard. Un point médical sur Steve Austin. Steve Austin qui a été renversé par la voiture, je le rappelle, par Brian Pillman. Ah oui, là on est parti dans un truc, on brûle des gens, on renverse les gens en bagnole. On est dans l'attitude era, les mecs. Hein. Nous, on l'a vu avant chez ECW. Steve Austin. Donc, super segment, on le voit à l'hôpital. Il parle de son état de santé, que ça va pas être bien simple, mais il compte revenir. Et une fois qu'il reviendra, il attrapera ce salopard de Brian Pillman et il le jugera lui-même avec un bon bottage de cul des familles parce qu'il le mérite, beaucoup plus que tous. Brian Pillman qui a renversé quelqu'un, on sait pas. Il n'y a pas eu on sait pas prononcer ce qui va être suspendu. Les épisodes futurs nous le diront. Brian Pillman n'est pas là. Et il a pris la fuite. Il est parti en bagnole, il a pris la fuite. Même qu'il a laissé Kibonawa, si il lui a dit monte quand même, monte dans la voiture. Et voilà, il s'est barré. 90, gros Steve Austin. Le main event, Terry Funk contre l'Undertaker, on fait mieux que la dernière fois. C'est mieux, c'est 89. C'est un exceptionnel match. Terry Funk va battre l'Undertaker dans ce casquette match. L'Undertaker est enfermé. Et pendant le match, Raven est venu attaquer l'Undertaker. Vous savez peut-être où je veux en venir. Si on rappelle à nouveau l'Undertaker, un jour, il y aura peut-être une envie de vengeance de sa part. On découvrira. Bon, ils sont fatigués les deux à la fin parce que je leur ai mis 20 minutes dans les pattes avec un car crash match. D'ailleurs, ça va, là on m'a pas dit que le match était trop court. L'Undertaker, pas terrible avec la pression du match. Enfin bon. Casquette match, Terry Funk fait une note de 90, l'Undertaker fait qu'un petit 76. Termine la rivalité ici avec un bon 89, l'Undertaker rentre à la maison. Ça me va super bien, on fait un très solide 87. Note globale de ce Hardcore TV.
Typhon qui bat l'Undertaker. Qu'est-ce qui va se passer avec Raven qui commence à être un heal très... Là, j'ai quand même des heals bien costauds, hein, parce que même Vader, là, que j'utilise pas, le haut de la carte est très fort. Je me mets peut-être des bâtons dans les roues en agissant comme ça. J'ai aussi des babyface qui sont très forts, très over. Hein. Alors, TV rating 9.09, ça y est, la barre des 9 est passée. Time to heal, Billy Kidman a besoin de souffler. Request TV m'explique, il n'y a plus qu'un mois, avec Request TV. Ok, l'Undertaker se casse, et Rick Rude vient aux États-Unis. Impeccable. XTV qui commence avec des badges dans le pré-show. Voilà, déjà, pour commencer, on est dans le New England, on a 7884 personnes, ce qui est pas mal. Au MA, alors en fait, MA, non, MA c'est pas Mid-Atlantique, c'est New England. Je ne saurais pas me l'expliquer, mais on est bien dans le New England. 7884 personnes. Too Cool Scorpio contre Danny Doring dans un match qui a du descent catch. Pas beaucoup de hits, c'est Danny Doring, évidemment. Too Cool Scorpio bat Danny Doring dans ce classique CW Rule match en 6 minutes 21 par pinfall après un Tumbleweed. Voilà, 74, date de Too Cool Scorpio, ça fait 64. Bon, Danny Doring, c'est toujours pas ça. Rocky Maivia, le titre n'est absolument pas en jeu, bien entendu, mais dans le pré-show, Rocky Maivia contre Tomoaki Honma fait un 71. Je suis agréablement surpris parce que j'ai toujours besoin d'avoir des catcheurs pour porter les performances de Rocky Maivia et dépasser le 70 contre un mec qui est dans ma catégorie de jobber de luxe, hein, clairement, Tomoaki Honma, c'est même pas de jobber de luxe, c'est de jobber tout court. 79 à 76, Rocky commence à reprendre vraiment du poil de la bête, ça fait hachement plaisir. Lokura Mortel contre Next Wave, dans le pré-show toujours. Dans le pré-show, oui. Dans le pré-show, ça me va bien, 74, bon match, hein, qui met vraiment la foule en ébullition. Next Wave, cette fois-ci, va battre Lokura Mortel, ils vont se venger de leur défaite. Hayabusa bat Psychosis après un Sunshine 12. Hayabusa s'est blessé. Ah, pas forcément la bonne nouvelle. Et Billy Kidman fait encore 69, tu vois, on s'approche du 70, commence à faire des bonnes notes avec Billy Kidman, ça va. C'était pas chez WWF que je l'avais prêté, c'était aussi MLL justement en échange de Chris Jericho, qu'on n'a pas encore réutilisé, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Hayabusa s'est blessé, j'espère que c'est pas bien grave tout ça. Alors, Raven contre Jesus et l'Opener. 82, gros match, parce que Raven dans son élément, c'est un match hardcore, match bien violent, Jesus a pris un incroyable bump pendant ce match, un crazy bump, c'est le seul qui accepte à le faire, alors on y va, on se fait plaisir. 10 minutes 17, victoire de Raven avec un Even Flow DDT, Raven qui est sur sa nouvelle gimmick évidemment. Tout va plutôt bien, match un peu court, jugé un peu court de la part de mes experts. Et ma tape des commentateurs qui a toujours pas plus d'expérience. Ça va venir. Je termine ici cette storyline qui n'avait plus d'intérêt, mais qui finit sur une note de 70, ça va. C'est Easy Cash qui va battre Montréal. Pas beaucoup de hits là encore. Easy Banks bat Shane Helms par soumission. La storyline gagne de la hit, mais elle se termine ici, de toute façon. Donc, pas pire, pas mieux, j'en retirerai rien. Et d'ailleurs, grosse réflexion autour des contrats de tous ces messieurs. Voilà. Je pense que là, avant la fin du mois, je vais prendre des décisions et je vais faire un gros écrémage de mon roster. Très gros. Très gros. Chris Justice bat Mikey Whipwreck dans un match qui a pas beaucoup de hits, du descent catch. Mikey Whipwreck bat Chris Justice dans ce classique CW Rules match. Merde, je devais mettre une victoire de Chris Justice, j'ai oublié. C'était Justice qui devait gagner. C'est pas terrible. Déjà, voilà, retenons ça, c'est pas terrible. 56, finalement, c'est Mikey Whipwreck qui a gagné et Chris Justice qui devait dominer. Bon, donc, on va me dire quoi? Booking décision, évidemment. 56, Balek. Mais normalement, je devais donner du momentum à Chris Justice. C'est un échec. Rob Van Dam et Steve Richards vont voir Tommy Dreamer backstage. Ils viennent prendre des nouvelles. Comment ça va ta femme? Ils lui ont mis un bandage sur tout le visage, etc. Il est pas bien. T'inquiète pas, on va être près de toi. Là, on gère le problème du petit, on gère le problème de Steve Richards. On va catcher dans un 3 contre 3 contre la New World Expansion. Et Steve Richards qui... Sur ce segment, il sait pas trop, tu sais, vis-à-vis de Raven. Ah ouais, mais il a tendance à prendre la défense de Raven alors qu'on sait bien tout l'histoire qu'il y a eu entre Raven et Stevie Richards. C'est un peu étonnant, hein. Qu'est-ce qui se passe, Stevie Richards? Il est pas dans son assiette. De ce fait, non. Le turn, c'est pas encore pour maintenant. Hein, vous le voyez venir. De ce fait, Stevie Richards catch, mais en étant blessé. Donc, fait une note de 51, ok, je fais quand même un 77 au final. Mais dans ce match, il faut savoir une chose, c'est que notre ami Stevie Richards s'est retourné contre Tommy Dreamer et que Raven est également intervenu dans ce match. Raven, il a attaqué Dreamer, et Stevie Richards, il est venu, il a regardé,
Tu vois, il a pas pris la défense, il est resté un petit peu figé. Raven a regardé Stevie Richards et lui a dit « Fils, vas-y. » Stevie Richards a tourné heal. Le tourne s'est bien passé. Tourne vite heal quand même, ouais, j'ai pas teasé ça pendant longtemps. Mais la storyline perd de la hit. La storyline Quad de Raven Nevermore perd de la hit. Par contre, Richards, Mock de NWX, je vais changer le nom, elle a plus lieu d'être, cette storyline, clairement plus. Voilà. Je devais la terminer, je l'ai pas terminée. Mais je vais, comme Rob Van Dam est impliqué dedans, je vais la finir avec un Rob Van Dam contre X-Pac, ce sera bien. Ouais, 77. Ok. Chris Benoit contre Kazayashi pour la déconne. Et ben une déconne qui me fait la même note que le match précédent. Kazayashi a l'air office game. Mais quand même, chouette match. Chris Benoit, 82, Kazayashi, 51. Petit match, hein, 7 minutes 26, pas grand chose, mais victoire de Chris Benoit. Enfin, le main event me fait une excellente note de 88. C'est une très bonne note. Sex and Violence défendent les championnats par équipe contre la Miracle Violence Connection, puisqu'ils ont quand même, tu vois, une série de victoires assez étonnante. Dans ce match qui a du superbe catch, une descente réaction de la part du public, Sex and Violence vont faire un match nul contre Miracle Violence Collection en 17 minutes 27, suite à un double décompte. Pendant le match, Devon Dudley a attaqué Christian, Bubba Dudley a attaqué Hardcastle, ce qui a conduit à un double décompte des deux équipes à l'extérieur du ring. En termes de in-ring work, Sexton Hardcastle était au-dessus de tout le monde. Tu m'étonnes, il fait une note de 89, le bougre. Terry Gordy se réveille. Terry Gordy fait 74 quand Steve Williams fait 70. Ça va. La storyline avec les Dudleys avance et gagne de la hit, mais j'ai une troisième équipe, comme vous le voyez, en embuscade, qui peut être intéressante à certains points. 88, très bon show, qui finit 85, excellent, ça me va très bien. On fait des tests, et ça marche bien, et Miracle Violence Collection, je vais peut-être essayer de conserver ça un petit peu plus longtemps que prévu, puisqu'on va arriver bientôt à la fin du mois, et il nous reste quoi? Il nous reste 2 jours à passer avant d'aller au bilan économique, très bien. Danny Doring ne sait rien vendre selon X-Pac, très bien, il va y avoir des changements. 8.502 pour les ratings qui continuent de monter, Steve Williams a besoin de souffler. Ok, Hayabusa s'est blessé, j'irai voir ce qui se passe, et Tony Schiavone, et tiens, il est devenu toned, il est devenu un petit peu en forme Tony Schiavone, qu'est-ce qui lui arrive? C'est bien ça, mais restez en forme. Allez, on avance, bilan économique. Le bilan économique de ce mois de mars 1998. Et pas déconnant. Il est pas positif, mais il est loin d'être déconnant. Puisque, rappelez-vous, hein, on a dépensé quand même 3 100 000 des pépettes. On a perdu que 1 612 288 $. Donc c'est-à-dire que pour le moment, on est avec 1 567 000 $. T'imagines, c'est une position qu'on avait en septembre 1997. Donc il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois. Ça va, c'est pas non plus la mort, hein. On a fait quand même un excellent profit, et ça se concrétise ici, voilà, pay-per-view revenue, c'est légèrement mieux que la fois précédente, puisqu'on gagne en popularité évidemment. On a vendu un poil moins de ticket sales, mais en même temps, on a été faire des shows dans des régions un petit peu moins fréquentées. Par contre, les TV revenue, ça a pété, hein. Ça a pété, on a pris encore plus de 300 000 $. Voilà, bon là j'ai pas de taxes, zéro taxe puisqu'on perd de l'argent. Voilà, pas de taxes. Mais TV revenue, 1 58 000, 684 000 le mois précédent. Les sponsors, ça tombe à gogo, on est à 441 000. Merchandising, ça reste toujours à peu près similaire. Le Miss, les workers. Alors, worker cost, ça grimpe. On a encore mis 60 000 de plus dans tout ça. Show cost, ça a coûté un peu moins cher, parce qu'on a été dans des salles peut-être un peu moins prestigieuses. Le marketing, 175 000, ok. Merchandising, 24 000, ça c'est nos dépenses. Je vais aller ajuster des choses au niveau du merchandising. Je suis sûr que je peux essayer d'aller chercher plus d'argent à cet endroit-là. Production, 274 976, c'est strictement similaire à la dernière fois. Et un peu de mise que forcément, 3 395 000. Déjà, il y a 3 174 000, il me semble, pour All Japan, All Women Japan. Donc ça va, ça va. Sans déconner, c'est un bon mois, c'est un très très bon mois. Bon, je vais regarder parce que je dois refaire des deals et je vais peut-être prolonger des trucs, donc je vais un petit peu m'intéresser aux broadcasters juste après, je vais le faire en off, pas de problème là-dessus. Par contre, WrestleMania 14, alors, qui a fait un bon show, 80, c'est pas mal. Dans le main event, Jeff Jarrett a battu Razor Ramon pour conserver le championnat WWF, 85, ça va. Owen Hart et Yokozuna ont partie centrale, ça fait 80, qui est partie centrale? Partie centrale, ah oui, c'est Justin Credible et Ahmed Johnson. Quelle idée d'équipe totalement incroyable. Enfin bref, il n'y avait pas de championnat par équipe, non, apparemment non, ils ne sont pas les championnats par équipe. Il n'y avait pas de match de championnat par équipe d'ailleurs.
Norita Tayu a battu... Conserve, 48, pas intéressant. Henry Godwin a battu Bob Holly pour devenir champion intercontinental. Note du match, 57. Ah ouais. Dean Douglas a battu Marty Jannetty pour rester champion européen. Note du match, 68. Super. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de bien sur cette carte. C'est ça, WrestleMania. Bah, on a bien fait de mettre Undertaker dans un cercueil, c'est moi qui vous le dis. Oh, oh la vache. Oh, c'est triste, c'est d'une tristesse. Le booking WWE. Rat Rafford et les Bruisers ont battu le Tyson Warrior, Jeff Hardy et Eddie Guerrero. Ah bah merde alors. Non, franchement, WWF, ça déconne grave, hein. C'est pas chouette. Tiens, le Techno Kid, ils étaient là, tiens, regarde. Ils étaient là, les catcheurs prêtés. Il y avait Tommy Dreamer et le Techno Kid qui était dans un match. Ils ont battu Connor Rogers et le Techno Kid, ils ont perdu contre Tommy Dreamer, Walsh et Drosy, et Dr. Drosy. Eh ben, c'est tout. Il y a une bagarre avec Razor Ramon et King Mabel qui a fait 70. Quel très étrange WWF. J'arrive pas à comprendre pourquoi eux ils sont au top. Alors que New Japan, bordel, New Japan c'est des gros shows à chaque fois, c'est 88, c'est Shoshu et Tenryu qui battent Misawa et Akiyama. Voilà, 95, Joshi Liger contre Hiroshi Ase. C'est avec eux qu'on doit véritablement rivaliser. Je comprends pas que New Japan soit pas la première promotion au monde. Vraiment, hein. Au vu des résultats, au vu des notes de malades qu'ils nous font à chaque fois. C'est fou, c'est incroyable. Bref, et Jeff Jarrett s'est blessé. Jeff Jarrett s'est blessé, je sais pas pour combien de temps. Est-ce qu'on a des informations? Non, peut-être pas personnelles, ça va plutôt être sur Physical. Ouais, non, ça doit pas être une grosse blessure, sinon il serait en rouge. Donc il devrait pas être handicapé pendant trop longtemps. Donc comme promis, je vais avancer, je vais booker un dernier Hardcore TV, et notre session s'arrêtera à la fin de ce booking. A tout de suite. Alors avant ça, avant d'y aller, grosse information, très grosse information au niveau des broadcasters. Puisque j'ai procédé à des renouvellements, mais j'ai aussi procédé à quelques modifications. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, puisque Request TV, avec qui j'étais en deal pour la diffusion de mes pay-per-view, arrive également à sa fin. On est dans le dernier mois, donc ça sera ma dernière diffusion. C'est-à-dire qu'à partir, non pas de l'épisode prochain, mais de l'épisode d'après, je peux négocier. Et c'est le plus intéressant, puisque j'ai débloqué divers canaux de pay-per-view. J'ai débloqué Cablevision. Et Cablevision, risque level high, même si je suis obligé de me tenir à medium pour les events, ça me met tous les États-Unis en medium, sauf Puerto Rico en tiny. C'est largement mieux que ce que j'ai avec Request TV. Donc, pour les événements, nouveau deal, voilà, pas de problème. On va y aller sur 6 mois. Je le sens bien sur 6 mois. Late evening, minimum de résultats 63. Le deal est accepté. Je vais quand même regarder, mais normalement non. Prime time, non. Il t'offre pas le prime time. Mais late evening, ça me va bien. 63 minimum, on va aller faire Finger in the Nose. Et désormais, on bossera avec Cablevision. Toujours un coup d'avance, Bon, j'ai fait un petit peu le tour de tous les autres trucs en Europe, partout, voilà. Là, on est toujours dans ce qu'il y a de plus chouette, de plus serein. Voilà, pour la compagnie. Prestige, on est à 100, on peut pas faire mieux, c'est incroyable. Momentum 86, la ECW est en folie. Dernier Hardcore TV de cet épisode, et on en finira là. Premier Hardcore TV d'ailleurs de ce mois d'avril 1998. Kara Techno contre Locura Mortal, pour la déconne, hein, c'est heal contre heal, mais globalement ça se passe plutôt bien, puisque Psychosis et Juventus Guerra font des très bonnes notes, 79 et 76, c'est plutôt chouette. J'ai un bon 68 de Doug Gilbert, qui me va bien. Note finale de 75, bah, comme quoi mes confrontations heal contre heal sont pas si pénalisées que ça. Finalement, ça va, ça se passe bien. Alors, pour l'instant, j'ai pas véritablement d'idée. Merde, je suis passé déjà au match suivant. J'ai pas vraiment encore d'idée pour l'instant de ce que je vais faire du championnat de junior. Pour l'instant, j'ai pas de storyline en vue. Je vais devoir réfléchir à comment faire tout ça. Mais en revanche, je vous annonce déjà que j'ai signé dans la compagnie. Je vais reformer le Locura Trio, non pas avec l'Aparca que je m'apprête à tourner face, mais avec Cybernetico. Je viens de signer dans la compagnie. Alors Cybernetico, qui est jeune, tu vois, à ce moment précis, Cybernetico en réalité il doit avoir une bonne grosse quarantaine. Un catcheur qui s'est fait connaître à la AAA, et puis aujourd'hui qui est toujours actif, qui catch au CMLL sous un autre nom. Il s'appelle plus Cybernetico, il s'appelle Cyber the Main Man, précisément. Et il a une bonne collection, notamment de son passé avec Juventus Guerra. Donc je pense que ce Locura Trio, même si Cybernetico il est un petit peu plus massif, tu vois, c'est pas un junior,
Cyberetico, il est un petit peu plus stock que les autres. Ça peut être un bon troisième homme. Donc on va le tenter comme ça. Voilà. Ils ont gagné le match, d'ailleurs. Tout va bien. Vader contre Too Cool Scorpio. Vader va battre Too Cool Scorpio, évidemment. 76, bon match. Too Cool Scorpio qui est là pour de la peu de qualité, quand même, hein, malgré tout. Vader a bon 90. J'ai pas de plan pour Vader. J'ai pas de plan pour Vader. Mais vous inquiétez pas, je vais trouver une manière de le remettre rapidement haut dans le classement. Et justement, j'en parlerai un petit peu plus tard. Pas le réintégrer dans les courses au titre, etc. Vous allez voir. Ensuite, gros segment, on est sur la carte principale, ça y est, c'est parti. Et dans ce segment, Raven va baptiser Stevie Richards. Il est le premier à rejoindre l'ordre de sa nouvelle mouvance religieuse, j'en sais rien, un truc un peu spécial. Et son clan, c'est ni le Ravenflock, ni le Raven Nest. Son clan s'appellera Nevermore. Plus jamais. C'est une secte. C'est vraiment une secte. Tu vois, c'est... Et même les femmes, tu vois, la ECW, c'est le mal, etc. Elles vous guident, elles vous transmettent des mauvaises pensées. Et c'est pour ça que Tommy Dreamer doit périr. Parce que toute la haine qu'il a eue au fond de lui a souvent concerné les femmes, a souvent concerné sa propre femme, Beulah McGuty. Et Tommy Dreamer et Beulah McGuty, ils assistent à ça, mais au loin. Tu vois, et elle a le visage, tu vois, recouvert, tu vois, elle a du papier sur la tronche parce qu'elle a toujours des bandages de fait de sa brûlure. Donc, et Stevie Richards donc est rebaptisé Judas. Hein, bah, en même temps, voilà, c'est un traître. Et voilà. Là, très bon segment, en 87. Maintenant, vu que Raven aperçoit que Tommy Dreamer est dans les parages et qu'il assiste à tout ça, il lui dit qu'il y a un autre membre qui rejoindra son clan. Et Tommy Dreamer l'affrontera dans le main event. Qu'est-ce qui se passe ? 87. La storyline gagne de la hit. C'est très intriguant. Raven. Ah, bien entendu, je change la gimmick de Stevie Judas. Alors attention, parce que le gimmick d'acolyte, c'est pas simple. Hein. Acolyte, c'est pas une gimmick facile. Qu'est-ce que je vais avoir ? J'ai Above Average. Donc ça va. Ça va. Above Average, pour un acolyte, c'est très bien. Très très bien. Le problème avec Stevie Judas, c'est que je vais pas pouvoir le faire beaucoup catcher, puisque, vous le savez, il traîne une blessure au moins pour les 5 prochains mois. Donc ça sera utilisé parcimonie. C'est pour ça que ce clan va s'agrandir. Les Dudley Boys affrontent les Pitbulls. Alors c'est heel contre heel, mais ça me fait un très bon 82, et tout va bien. Et Devon Dudley me tape une note de 100 quand Bubber et Dudley me tape une note de 99. Ça va. On va peut-être voir la gimmick de Pitbull Wolf, d'ailleurs, Getting Stale, ok. Ils me font des notes de 79 et 69, peu importe. Mais derrière, on a un match quand même qui est d'une excellente qualité, et il me fallait impérativement redonner du momentum aux Dudley Boys pour les faire revenir en force dans la storyline contre Christian Edge. Storyline que je ne vais d'ailleurs pas faire avancer. Je vais pas la faire avancer ici. Elle n'avancera pas, mais on verra quand même Sexual Castle et Christian Cage un peu plus tard. Rob Van Dam contre X-Pac pour terminer cette segment Richards WX qui ne sert plus à rien. Je vais terminer avec un bon match qui me fait 79, tout va bien, voilà. RAS. Et ça se termine d'ailleurs avec une victoire d'X-Pac. Va falloir que je trouve également... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait un running de non-stop qui attaque X-Pac, qui est un gros fail. Purement et simplement. On essaiera de justifier ça s'il faut. La storyline s'arrête là parce que je sais plus où je vais. Justement, Sex and Violence contre The Miracle Violence Collection, c'est un moins bon match que la dernière fois. Moins bon match, clairement. 76. On dit quand même super wrestling, good 8. Sex and Violence bat Miracle Violence Collection en 17 minutes 04 quand Christian Cage bat Stevie Williams par soumission. 5ème défense de leur championnat par équipe. Ça va vite, hein, déjà 5ème défense. Imagine. Si Williams s'améliore sur sa gimmick, très bien. Sexton Castle me fait une note de 100. Christian Cage 90. Ça, franchement, là en termes de notes, on est au paradis. Je voulais quand même regarder le dirt sheet pour voir qu'est-ce qui pénalisait grosso merdo toute cette affaire. Steve Williams, inconsistance, et il est plus en grande forme, et pas de storyline chaude associée, puisque j'ai laissé les Dudley Boys volontairement de côté. Je vous annonce tout de suite que Steve Williams, ça m'intéresse pas de le signer. J'ai fini ma feud avec Christian Cage, avec Chris Benoit. Je suis pas des plus convaincu de cette association avec Terry Gordy. Alors en effet, hein, ça peut me faire des bons matchs à plate de bonne main, mais je me dis, j'ai déjà les Pitbulls. Je vais pas dire qu'ils peuvent me faire aussi bien, mais qui sont capables de faire très bien aussi. Et je vais avoir d'autres équipes qui vont se créer. Alors Steve Williams a eu une proposition de contrat pour faire des tournées avec All Japan Pro Wrestling, et c'est des engagements pour 9 mois. Donc là, si tu veux, je vais laisser
filé le contrat de Steve Williams. J'ai tenté des trucs avec, bon, après je dois composer avec quand même pas mal de difficultés vis-à-vis de lui. Et Terry Gordy, je vais le garder un petit peu seul, en attendant, pour, je ne sais pas encore quoi faire, mais je vais le garder un petit peu pour la déconne. Voilà. Mais je vais relâcher le contrat de Steve Williams, comme je vais relâcher pas mal d'autres contrats. Et ça, je vous le saurai au début du prochain épisode. Il y a, voilà, un gros ménage qui va se faire à la ECW et qui, pour moi, est nécessaire pour que je puisse y voir bien plus clair dans mon roster et utiliser tout le monde le plus correctement possible. 76, bon match, ok, en soi, ça va. C'est honnête. On aurait pu faire bien mieux. Brian Pillman, t'as Chris Jericho qui va au ring, ok, il attend son adversaire, c'est Brian Pillman, il est pas en prison. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait 77, c'est un bon match qu'il fait en 10 minutes. Voilà, Brian Pillman qui bat Chris Jericho, ok. Pas d'utilisation, on fait des petits dream match comme ça, Brian Pillman, Chris Jericho, je pense que c'est plutôt chouette. Jericho ça va, 76, mais Pillman c'est quand même bien mieux. Même s'il est off his game. Donc Pillman est réintroduit, qu'est-ce qui se passe? Gros segment derrière, justement. Oh, énorme segment qui me fait 95. Ah, c'est plus du segment de... Sacré segment. Je vous explique. Paul Heyman vient réévaluer la situation concernant Brian Pillman, car vous avez vu Brian Pillman catcher pendant 10 minutes, vous avez tous chanté Austin. Steve Austin est blessé. Steve Austin, vous le savez, n'est pas là. Arrêtons de parler de cet homme. Parlons de Brian Pillman. Brian Pillman, est-ce que tu avoues avoir renversé Steve Austin en bagnole il y a 2 semaines? Pillman dit oui. Brian Pillman, est-ce que ton acte était délibéré ou accidentel? Brian Pillman confirme que son acte était délibéré. Heyman lui fait mais tu te rends compte quand même que c'est grave ce que t'as fait. T'as volontairement voulu écraser un talent du roster. Oui, Brian Pillman dit oui. Et il tenait devant tout le monde à s'excuser pour son comportement, qui n'est pas un comportement adéquat, qui n'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Attends, Paul Heyman il fait quoi? Tu t'excuses? Pillman fait oui. Très bien. Tu t'excuses, et ben écoute, comme tu l'as catché, là, bah écoute, tu continueras de catcher, et bravo pour tes incroyables performances, etc. Tu sais quoi, même? Tu sais quoi, Brian Pillman? T'es un bon, quand même. Ça te dirait une chance au titre de Terry Funk? Brian Pillman qui fait... Il n'y a plus aussi dans les parages, pourquoi pas? Et là, il y a un mec, il en peut plus. Il y a Sonny qui est derrière. Terry Funk, il est à la maison. Il est à la maison, mais Sonny, elle est là, elle est venue quand même. Elle vient, elle porte la ceinture. Et il y a Chris Benoit, il en peut plus. Il fait... Et donc, il faut faire quoi? Renverser des mecs en bagnole pour avoir des title shots? C'est ça le bordel? Je gagne tous mes matchs. Je fais des performances de taré, etc. contre Steve Williams, contre Dean Malenko. Bah, tout le monde, Benoît, il n'a pas perdu un match depuis 20 ans. Voilà, il en peut plus. Il veut sa revanche contre Terry Funk. Ah, mais Brian Pillman, ça lui fait pas trop plaisir, tu vois. Et puis Paul Heyman, il fait attends, je vais quand même mettre juste. J'ai une idée. Pendant les prochains jours, XTV, Hardcore TV, etc., on organise un grand tournoi pour déterminer un aspirant au championnat de Terry Funk pour le prochain pay-per-view. Voilà. Parce que Heyman, il s'attend à ce que d'autres mecs. Ok, ça va. Donc, annonce d'un gros tournoi où Chris Benoit va prendre part. Donc, tout avance, tout gagne de la hit, tout va bien. Très bon segment. 95. Bon. Qui va affronter Tommy Dreamer? Qui rejoint la secte du Nevermore? Cactus Jack! Enfin! À la ECW, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. J'en pouvais plus. Dès lors qu'on a signé Cactus Jack, dès lors qu'il m'a dit oui, je devais attendre sa fin de contrat avec WCW. Et je voulais faire ce match Tommy Dreamer Cactus Jack qui pendant longtemps a été le meilleur match de la compagnie. Dans un match exceptionnel, Cactus Jack va battre Tommy Dreamer pour son retour dans ce match hardcore. Quand Tommy Dreamer ne pourra pas continuer suite à une distraction de Raven. Raven est venu distraire Tommy Dreamer. Cactus Jack l'a massacré et l'arbitre il a fait stop, on arrête. On arrête un moment pour la santé des gens, on peut pas laisser faire plus. Des bonnes notes à 83-84, mais note finale de 86, la storyline continue de gagner de la hit. Quad de Raven Nevermore, et Cactus Jack est un apôtre de Raven. C'est-à-dire que le Raven Nest est reformé, et ça ne s'arrêtera pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Que dit le Dirt Sheet d'ailleurs? Dirt Sheet? Bon, stamina pour Cactus Jack, ok. Non, segment rating penalized due to lack of an associated hot storyline, faut arrêter de déconner. La storyline, elle est fantastique, là, pour le moment. Bon, quand même, grosse storyline. J'irai voir sa note, mais... En plus, elle gagne de la hit, là, la storyline. Bon, bah alors, tant mieux, ça gagne de la hit, c'est encore mieux.
Tommy Dreamer, on a mis de folie. Bon, j'utilise comme ça, j'utilise Roil avec Raven, et on verra ce que ça donnera. Mais j'ai de bons espoirs. 86, très très bon show pour terminer cet épisode, les amis, et oui. Ah, celui-là, il a été particulièrement chouette à vous tourner. Plein d'enseignements, encore une fois. Et des choses qu'on va se garder pour les prochaines. Regarde, le momentum est toujours bien. 87, ça fait plaisir. Arc antivirétique de 9.40. Alors que le physique de Rottweiler animal change. C'est bien. Il y a une bonne raison. C'est bien. Continue de changer, mon frère. C'est bien. Parfait. On va s'arrêter là. Sur ces belles choses. J'attends plein de retours de votre part. Plein de pouces bleus, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Tout le monde reste fort sur toute cette série. Ciao, bye bye.